Vous écoutez la 96.3 FM for You Radio, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous encore ce matin. C'est votre émission décalée, mais qui tourne autour de l'actualité. On parle sérieusement, même si avec un temps plus ou moins décalé. Mais voilà, on reste sur l'actualité, non seulement nationale, mais aussi internationale. Et vous savez également, chers auditeurs, téléauditeurs, que vous pourrez bien sûr participer. Et bien sûr, ce plateau, ils sont déjà là, les chroniqueurs, les invités, parce que ce matin, nous avons deux sujets sur la table. D'abord, on ira du côté du Sénégal pour nous interroger sur ce qui se passe réellement au sommet de l'État entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe exactement? On parle de tension au sommet de l'État. Est-ce que cela peut fragiliser le mandat, du moins ce mandat du PASTEF, si on peut le dire ainsi, à la tête du Sénégal? Et puis, on reviendra sur l'actualité au Cameroun. La nationalisation des néos, ça fait débat pour parler de souveraineté. On reviendra donc là-dessus avec nos invités, mais aussi avec nos chroniqueurs. Et vous savez que nous aurons aussi le point avec Faron Antérézy sur une actualité qui va nous permettre de débattre, de commenter également, mais aussi l'actualité, du moins les simples grosses actualités sur le plan national et aussi hors du Cameroun. Ce sera cette fois-ci avec Fon Moira. Mais je m'en vais donc déjà les saluer. Voilà, Faron Antérézy avec nous ce matin encore. Bonjour. Bonjour Sika Doumbé et bonjour à tous nos auditeurs, tous nos téléauditeurs et tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir de les retrouver encore aujourd'hui. Merci Faron. L'autre chroniqueur, comme il est arrivé en retard, il va d'abord rester à côté de la porte là. Il va attendre, et ce sera sa punition avant de s'installer. Il va nous observer, voir comment on commence l'émission. Notre invité, le docteur Essoussé, est là également. Bonjour monsieur. Bonjour Siké, madame Siké. J'ai cherché le nom là. Parce que j'ai toujours l'habitude de confondre le prénom. Comme il y a beaucoup de Siké Ndoumbe. Il y a beaucoup de Siké Ndoumbe. Je ne suis pas sûr. Il y en a assez. Il y en a assez. Il y a beaucoup de Siké. Est-ce qu'il y a beaucoup de Siké Ndoumbe? Il y a beaucoup. Il y en a. J'en connais au moins 3. Okay. J'en connais au moins 3. Peut-être de ce côté de Douala 5. C'est rare, mais du côté de Douala 4, on en trouve. Ok. On en trouve parce que vous savez que là, nous sommes en plein village des Pongos. Ah, ça. Donc, on en trouve chez les Pongos. Okay. Bon, il est vrai que... bonjour, docteur Essoussé. Bonjour. Ton nom est très long. Faron. Oui, je préfère Faron, mais il y a l'autre que je veux toujours. Antérézy, vraiment, c'est vraiment très long, tellement d'inspiration. Alors, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ici pour une première. Et je pense qu'il est temps, les choses se passeront bien. Tout à fait. On rappelle que à vos côtés, monsieur le DP Claver Kodo va également nous retrouver tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Mais c'est l'occasion pour nous d'introduire un Guéné. Bonjour. Bonjour à vous, Siké Ndoumbe. Bonjour à tous nos nombreux auditeurs qui prennent déjà l'habitude de nous suivre à cette tranche horaire. Alors, en Guinée, comme d'habitude, nous allons revenir avec vous sur les sujets qui seront à l'ordre du jour ce jeudi dans le cadre du point sur l'actualité. Alors, je vous laisse dérouler le menu. Le menu tournera de façon générale déjà autour de la visite en Russie du président du Togo, Faure Gnassingbé, qui a donc été reçu hier soir par son homologue russe Vladimir Poutine dans une logique de renforcement des relations de coopération entre Lomé et Moscou. Ils se sont entretenus, ils ont abordé un certain nombre de sujets. De façon générale, ce que nous retenons, c'est que, comme il fallait d'ailleurs s'y attendre, il y a ce rapprochement de plus en plus visible entre le Togo et la Fédération de Russie. La question que nous avons ressortie en une ce soir est celle de savoir si ce rapprochement est une mauvaise nouvelle pour la France déjà, qui est en difficulté dans le Sahel. Voir le Togo se rapprocher de cette façon de la Fédération de Russie, peut-il être considéré véritablement comme une menace pour la France qui, on va le dire, capitaliser énormément sur le Togo. Donc la question on la pose pourquoi? Parce qu'au mois d'octobre dernier déjà, un partenariat, un accord de coopération militaire avait été signé entre les deux pays. Donc on sous-entend que, bien que les détails n'aient pas été dévoilés hier,
la visite du président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé, du côté de Moscou, s'inscrivait dans cette dynamique de renforcement. Pourquoi pas peut-être, à partir de 2026, assister au déploiement des instructeurs russes du côté de Lomé. Ça serait une avancée majeure pour le président du Conseil des ministres, ce pouvoir-là qui, en interne, subit d'énormes critiques depuis que le pays a basculé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Donc, en interne, cela peut-il également être considéré comme, je veux dire quoi, une stratégie du pouvoir en place pour peut-être taire toutes les voix dissidentes, du moins toutes les voix critiques, parce que vous le savez, quand on voit un chef d'État africain aux côtés de Vladimir Poutine, directement, il est qualifié de panafricaniste et bien d'autres. Patriote, nationaliste, patriote et autres. Alors, est-ce vraiment le cas avec le président du Conseil des ministres? Est-ce une façon pour lui de légitimer sa nouvelle posture de président du Conseil des ministres en faisant intégrer au peuple togolais que oui, on a certes basculé dans un régime parlementaire, mais on reste aujourd'hui ancré dans les idéaux de rupture et bien d'autres. Donc, on va questionner les implications de cette tournée aussi bien sur la scène internationale qu'en interne, parce qu'il faut le dire, quoi qu'on dise du président Faure Gnassingbé aujourd'hui, il est énormément critiqué du fait que son père avait déjà occupé ces hautes fonctions et au décès de son père, c'est lui qui a pris les rênes du pays. Donc, voilà le menu revenant sur cette thématique principale. Un autre sujet peut-être pour revenir à l'autre sujet, simplement pour faire remarquer effectivement que c'est vrai que parce qu'on parle peut-être du Togo, du président Faure Gnassingbé, ça peut susciter effectivement de l'intérêt, mais il faut rappeler aussi quand même que le Togo a toujours été aux côtés des États de l'AES au moment où justement les autres États ont tourné le dos au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Cela avait également été apprécié par cette famille, on va dire quoi, la famille panafricaniste, même s'il y avait toujours effectivement des petites remarques ou critiques en ce qui concerne la politique en interne du président Faure Gnassingbé, où on l'a qualifié de dictateur, entre autres, en pas de violation effectivement des libertés aux droits de l'homme du côté du Togo. Il y a eu ces réactions quand même mitigées et cela a un peu calmé les critiques lorsqu'on l'a vu tendre la main ou soutenir les États de l'AES. Oui, depuis 2021, vous savez, quand il y a eu ce coup d'État qui arrive au Mali, c'est-à-dire l'arrivée du président Assimi Goïta dans une rectification, immédiatement les instances régionales et continentales, quand je parle d'instances régionales, je parle surtout de la CEDEAO, au niveau du continent, je parle de l'Union africaine, qui avait suspendu ces pays d'ailleurs conformément à la charte de l'Union africaine, mais au niveau de la sous-région, la CEDEAO, il y a un certain nombre de pays membres de cette organisation qui ont d'ailleurs fermé leurs frontières avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger plus tard. Le Togo est le seul qui a pris publiquement position en estimant que voilà, ce sont des pays voisins, on ne peut pas fermer nos frontières. Dans la foulée, il y a également eu le cas de la Guinée, même si par la suite, la Guinée s'est un tout petit peu éloignée de ces trois pays. Mais n'oublions pas que le port de Lomé a également servi de transit à ces différents pays-là qui, aujourd'hui, nous le savons tous, c'est une réalité, c'est une réalité que nous connaissons tous, sont enclavés. Donc, le port de Lomé a joué un rôle primordial, importantissime dans cette période difficile où on avait du mal à coopérer avec, bien sûr, tous les autres pays qui étaient vraiment focalisés sur les décisions qui étaient prises par la CEDEAO. Le Togo a joué un grand rôle, n'a pas fermé ses frontières. La preuve, quand le président Ibrahim Traoré arrive, Paul-Henri Sandaogo Damiba qui était là, il trouve refuge où? C'est du côté de Lomé. C'est-à-dire, c'est le président Faure Gnassingbé qui prend sur lui d'accueillir, du moins, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, puisqu'en interne, il y avait des discussions, des tractations, on ne savait pas où il devait aller, et c'est depuis Lomé qu'il envoie sa lettre de démission au peuple burkinabé. Donc, il y a effectivement ce rôle qui a été primordial et qui a été joué par, du moins que le président Faure Gnassingbé a joué, mais maintenant en interne, ça ce sont les affaires internes de chacun pays, que ce soit sur les prisonniers politiques, sur la révision constitutionnelle qui n'arrange pas une bonne partie de Togolais. Je pense que ça c'est une question interne qui ne sera réglée que par les Togolais eux-mêmes.
Voilà, et peut-être sur la thématique d'accueil, nous reviendrons sur la sortie du chef d'état-major de l'armée française. C'est une sortie vraiment qui fait polémique du côté de la France. S'exprimant devant les maires de la France. C'était hier mercredi, il a lâché une phrase aujourd'hui qui a du mal à passer au sein de l'opinion publique française. Il a appelé les Français à se tenir prêts à perdre leurs enfants. Alors, la phrase, ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, il prépare les Français à une guerre généralisée contre la Fédération de Russie et la Chine. Ça, c'est dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de projection. Parce que n'oublions pas que la France et toute la coalition de l'OTAN aujourd'hui continuent de percevoir, de considérer la Russie comme étant une menace existentielle. Il n'y a pas très longtemps, lors de la dernière réunion de l'OTAN, on a interpellé bien sûr tous les chefs d'État européens à augmenter leurs besoins de leurs dépenses militaires. C'était justement en prévision à tout ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme étant des menaces existentielles. Alors le chef d'état-major de l'armée française dit quoi? Il dit la France a l'expertise sur le plan technique, elle a l'expertise sur le plan industriel, mais les Français, eux, ne sont pas prêts à faire des sacrifices humains. Donc dans toute guerre, il faut, comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Donc, c'est à ce niveau que le degré d'engagement doit être total. C'est surtout ce que nous allons essayer de questionner ce soir, cette démarche-là, parce que quand on parle déjà de perte en vie humaine, alors jusqu'où cette France-là ira pour faire intégrer, je vais dire quoi, à l'Europe de façon générale, le fait que la Russie reste une menace existentielle aujourd'hui et qu'il faut tout faire pour apporter ce soutien à l'Ukraine, mais surtout lui donner un coup de main dans cette confrontation directe avec Moscou aujourd'hui. Mais surtout qu'il y a quelques jours encore, le président Macron signait justement ce qu'ils ont qualifié là-bas un accord historique avec le président Zelensky. Il faut livrer quoi, sans avion Rafale, avec des engagements financiers conséquents également à la clé. Mais entre-temps, le pouvoir de Volodymyr Zelensky a été frappé, je vais le dire quoi, par des scandales de corruption. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que l'Europe va continuer justement dans son élan de soutien en ignorant justement en ignorant les critiques qui sont émises vis-à-vis de Volodymyr Zelensky en interne, puisqu'il faut le dire, il est impliqué dans ces scandales de corruption. Nous avons appris que le peuple ukrainien s'était engagé financièrement dans cette guerre, des fonds qui ont été détournés soit par Volodymyr Zelensky, soit par ses proches. L'aide financière qui est envoyée à Kiev par ses partenaires européens, les États-Unis et bien d'autres, il y a une partie finalement qui est détournée par les proches de Volodymyr Zelensky ou par lui-même. Donc, il se retrouve dans une situation inconfortable entre d'un côté ceux qui estiment qu'on ne peut plus apporter le soutien nécessaire et de l'autre ceux qui, de par leur attitude belliqueuse, estiment que là, il faut tout faire pour infliger à la Fédération de Russie une défaite stratégique sur le terrain. Merci à vous, Nguéné. Merci pour ces sujets très intéressants. D'ailleurs, nous vous invitons, chers auditeurs, téléauditeurs, téléspectateurs également de For You Media Africa, de vous connecter lorsqu'il sera exactement 17h GMT, soit 18h en Afrique centrale, pour le point sur l'actualité, surtout pour avoir les analyses pointues de nos experts. Eh bien, retour sur ce plateau de la 96.3 FM For You Radio. Nous rentrons directement dans le vif du sujet, du moins dans le débat. On va commencer par l'actualité. On va d'abord sortir du Cameroun, parce que quand on va revenir au Cameroun, nous sommes certains que ça peut aller dans tous les sens quand même. On va quand même aller prendre le souffle ou l'énergie au Sénégal, même si c'est pas également facile là-bas. Pour parler de cette tension au sommet de l'État, on fera simplement un tour, surtout la priorité à nos invités qui sont là pour répondre à nos questions, parce que Moira, je m'adresse particulièrement à toi parce que tu as l'art d'analyser. On pose des questions à nos invités. On analyse ou pas. On pose les questions. Je sais que tu es un grand analyste, mais quand tu seras à la place de nos invités, tu vas analyser. Mais il faut poser la question. Parce que je sais que quand tu vas prendre la parole, tu vas d'abord analyser, monter, descendre. Je sais. Bon, pardon, pose la question. Moira, on veut te museler. Voilà, heureusement aujourd'hui, on veut te museler. Et je dois me méfier parce que, tu sais, il y a un adage Bafia qui dit que... Encore les Bafia. Il faut gagner au fier de...
Hier, elle Je confie à ton voisin. Oui. Mais comment tu as su? Mais comment tu sais? Donc, je dois me méfier. Donc, ce qui est Doumbé, avant que vous ne me museliez, je commence à soutenir mon frère. Comme la dame, là, quand on attachait le mitumba, il se moquait. Donc, Voilà. en tout cas, nous allons commencer avec l'actualité au Sénégal. Tension au sommet de l'État. On en parlait encore il y a quelques jours entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. C'est vrai que, je crois, il y a 2 jours, on disait que la situation, du moins les 2 hommes allaient, soit ils se sont rencontrés, soit ils vont se rencontrer. En tout cas, il y a un travail autour. Mais jusqu'alors, on a l'impression que la situation ne s'améliore pas. Surtout qu'hier encore, en faisant des recherches en ce qui concerne ce sujet, il y a des médias sénégalais qui relayaient ces informations. Le président Bassirou Diomaye Faye multiplie les rencontres au sommet de l'État en recevant que ce soit des rencontres diplomatiques, politiques, ce qu'il ne faisait pas vraiment avant, surtout sur le plan diplomatique. On avait vu que c'est le premier ministre Ousmane Sonko qui plus ou moins, parce qu'il a d'ailleurs été critiqué pour cela, qui semblait remplir cette autre mission. On a l'impression que ces rencontres, ce n'est pas anodin. Le président Bassirou Diomaye Faye veut simplement reprendre la main et montrer que, voilà, démontrer une bonne fois pour toutes que c'est lui le président de la République. Mais il faut aussi le dire. Il a d'ailleurs déclaré, Faron, tu le rappelais tout à l'heure sur le plateau, qu'il n'a pas de problème avec son premier ministre. Mais est-ce vrai? Est-ce que ce sont des paroles en l'air? Est-ce que les deux peuvent surmonter cela? Surtout qu'on a peur aujourd'hui du côté du Sénégal que cela empiète ou que cela mette à mal voilà, le contexte ou l'atmosphère politique du côté du Sénégal. Je m'en vais commencer bien sûr par vous. C'est comme vous voulez, vous le savez, hein, vous pouvez poser des questions à nos invités à tout moment. Peut-être monsieur Claver, déjà de prime abord, bonjour, hein, on vous a pas salué. Bonjour Manuela, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos milliards de téléspectateurs et téléauditeurs dans le monde et au-delà. Permettez-moi, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve sur ce plateau, à partager votre plateau ce matin. Mais je voudrais quand même revenir sur une actualité qui m'a marqué, c'est que ces dernières 48 heures. Il s'agit bien sûr, parce que ce qui est bien fait, il faut toujours encourager. Il s'agit bien sûr de votre sortie sous le titre Souveraineté portuaire, du pillage à la puissance. La vérité sur le braquage Bolloré Port de Douala. C'est une actualité qui interpelle naturellement tous ceux qui ont du souci, qui ont un certain amour pour notre pays. Parce que à écouter votre analyse, on se rend compte que le Cameroun, ou alors ceux qui ont implémenté cette réappropriation de cet outil de développement ont eu raison. Parce que lorsqu'on essaie de faire une étude comparative sur les chiffres que l'État gagnait à l'époque de Bolloré et ce que l'État perçoit à côté des milliers d'emplois créés, je crois que cela devrait être une invite ferme pour nos dirigeants de se débarrasser de toutes ces transnationales françaises et occidentales qui n'ont pour vocation que piller nos pays. Et cette analyse, elle a d'ailleurs fait l'objet... il y a 2 cas qui sont affrontés. Alors j'ai fait le monitoring sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui saluent applaudissent à se rompre les phalanges. Mais il y a aussi des indépendantistes qui sont, comme toujours, des France-Africains qui n'ont pas beaucoup apprécié, car victimes du syndrome de Stockholm, ça s'explique, ils veulent rester sous l'influence française malgré tout le tort que celle-ci nous apporte depuis 108 ans que la France est présente dans notre pays. Donc, félicitations à toi, Manuela. Merci, monsieur Claver. Félicitations à toute l'équipe de For You Media Africa. Merci, monsieur Claver. Alors, je prends votre avis sur l'actualité au Sénégal, justement, ce duo Sonko-Diomaye qui aujourd'hui, dont on remarque au sein des tensions quand même qui ne semblent pas s'apaiser malheureusement. Est-ce que cela pourrait avoir un impact négatif, bien sûr, surtout que on nous parle déjà d'une situation économique pas assez
voilà, réluisant du côté du Sénégal. Maintenant, avec cette crise, est-ce que cela ne peut pas empirer la situation? Vous savez, la manière dont ces deux ont accédé au pouvoir du côté du Sénégal nous a rappelé que les gens peuvent se mettre ensemble et faire de bonnes choses. Je pense que ces deux jeunes Africains, dont moi je suis fier aujourd'hui, devraient rester dans cette dynamique pour justement préserver les acquis. Il faut savoir aussi qu'à côté de ça, qui ne voit pas d'un bon œil ce duo? Il y a certainement les impérialistes. Et bien entendu, lorsque vous voyez les impérialistes quelque part, vous êtes sûr de trouver les médias mainstream dans la danse et qui se font accompagner par les médias locaux à leur solde. Je crois que malgré tout ce qui se dit tout autour, l'intérêt du Sénégal devrait être au-dessus de leurs intérêts personnels ou alors de leurs égos. Et finalement, ils parviendront à faire l'impasse sur leurs malentendus pour poursuivre l'œuvre, cette mission donc, que le peuple sénégalais leur a confiée. S'agissant de la situation financière du Sénégal, vous allez retrouver dedans l'implication des institutions de Bretton Woods, parce qu'au Sénégal, on parle d'une dette qui n'avait jamais été officiellement déclarée, mais malheureusement qui est assez élevée. C'est une dette qu'ils ont héritée. Ils ont hérité, ce sont pas eux qui ont engagé le Sénégal sur cette voie. Donc je pense qu'ils ont besoin de se mettre ensemble, parce que là c'est une question politique, de se mettre ensemble et d'associer les membres de leur gouvernement dans ces démarches parce que c'est le gros challenge actuel. Cette dette va pénaliser leur magistrature et va les empêcher de réaliser leur programme politique, au moins sur le plan infrastructurel, parce qu'ils devront d'abord se débarrasser de celle-ci, et se débarrasser de celle-ci, ça signifie qu'il faudra mettre pression sur les Sénégalais, il faudra ce qui n'était pas prévu. Donc je pense que le plus grand challenge même, au niveau, dans le contexte actuel, c'est de faire, ils ont deux challenges, faire la paix, privilégier l'entente, l'harmonie entre eux, et relever le défi de se débarrasser de cette dette dont ils ne sont pas comptables. Le peuple sénégalais, et il faut qu'ils mènent des actions de communication stratégique en direction du peuple sénégalais pour qu'ils sachent exactement d'où vient la dette et qui est derrière la dette, afin que cela ne leur soit pas imputé, puisque ce ne sont pas eux qui ont contacté cette dette. Et cette dette est restée cachée d'après certaines informations. Cette dette a été masquée pendant des années. Ils la découvrent sous la pression des institutions de Bretton Woods et autres bailleurs de fonds. Donc je crois qu'ils sont assez sages, c'est des grands garçons. Et ils vont privilégier l'intérêt de leur pays et du peuple sénégalais qui leur a fait confiance, il leur a confié une mission à la tête de ce pays-là. DPI, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, en ce qui concerne la dette, est-ce qu'il serait aisé de s'en défaire? Je veux dire, est-ce que ce serait facile, par exemple, de revenir sur cet accord-là, l'accord de Bretton Woods, et de mettre les Sénégalais à profit pour que ceux-ci, de manière, comment dire ça, que tout le monde mette la main à la pâte pour que, justement, la dette ne pèse plus, ou alors de carrément s'en défaire? Ce serait une solution. Est-ce qu'il faudra la payer forcément, ou alors est-ce qu'on peut la contourner? Est-ce que les Sénégalais peuvent la contourner? C'est pas facile de contourner les dettes avec ces institutions. Ils ont mis en place un certain nombre d'outils juridiques qui vous tiennent au collet. Se débarrasser de ces gens-là, c'est comme si vous voulez vous débarrasser, c'est comme si un autre veut se débarrasser d'un parasite. C'est pas toujours évident et ça peut même vous emporter. Parce que lorsque, et surtout les pays africains sont dans ce système, le FMI et la Banque mondiale existent, les institutions de Bretton Woods existent pour nous empêcher de nous développer. Ça, on ne le dira jamais assez. Et la dette fait partie des leviers stratégiques que ces gens utilisent, puisque vous prenez de l'argent pour... Rappelez-vous du cas du Cameroun, concernant cette fameuse histoire du Covid-19. On peut en parler comme ça pour éclairer, nos téléspectateurs et nos téléauditeurs. Le FMI, ou la Banque mondiale, ils ont donné, c'était 200 milliards environ, au Cameroun, pour lutter contre le Covid-19. Ils n'ont jamais imposé des thèmes de référence ou un cahier de charges dans la gestion de cet argent. Ce qui leur importe, c'est qu'ils vous donnent de l'argent, vous remboursez avec des intérêts, parce que ce sont ces intérêts qui leur permettent de continuer à alimenter leur trésorerie. Donc ils n'ont aucun intérêt de pouvoir même bien utiliser ces fonds. Et la preuve... Encore moins de rembourser. Encore moins de rembourser. Plus ça traîne, plus les intérêts augmentent, et plus ils ont la liberté de s'ingérer même dans votre politique intérieure, dans votre vie privée, si c'était dans votre vie. Voyez-vous,
Donc c'est un mécanisme dont il faut se débarrasser. Il y a des pays qui parviennent, il y a certains pays en Amérique latine qui sont débarrassés de ces dettes-là. Vous n'allez pas demander à un pays comme la Corée du Nord d'aller solliciter un emprunt à la Banque mondiale ou au FMI, ce n'est pas possible, ça ne leur viendra jamais à l'esprit. Oui. Maintenant, vous avez beaucoup un problème, un aspect qui devrait être que les autorités sénégalaises peuvent activer la solidarité nationale. Oui. Maintenant, il s'agit de... Est-ce que le peuple ou alors les populations sénégalaises font sûrement confiance pour pouvoir contribuer à cet effort? Pas c'est un effort de guerre, mais ce serait l'idéal. Et parce que cela va permettre non seulement aux Sénégalais d'avoir un droit de regard beaucoup plus rigoureux sur la gestion de ces fonds, mais également de contrôler même cette gestion. Et parce qu'ils ont participé. Or, pour y arriver, il faut les sensibiliser, il faut qu'ils sachent pourquoi. Et les Sénégalais doivent savoir pourquoi ils le font. Il y a beaucoup de pays en Afrique où les populations sont prêtes, mais des fois, il y a une crise de confiance entre les dirigeants et les populations. Et les populations, on se rappelle du coup de cœur. Il y a eu un coup de cœur, non, au Cameroun, ça vous rappelle quelque chose? Il y a eu un coup de cœur où l'avion est resté entre New York et Paris. En tout cas. Bon, ça c'est un rappel. En fait, c'est pour parler justement de cet élément de confiance. Il faut que les populations doivent faire confiance, doivent avoir confiance à leurs dirigeants. Sinon, ce serait l'idéal. Parce que si les populations font confiance, je pense qu'on est capable de lever beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent en disant aux gens, tenez, le pays va mal, voici la situation que nous traversons. Nous faisons appel à votre générosité. Les gens donneront de l'argent. Est-ce que les emprunts obligataires pourraient rentrer en jeu? Est-ce que ce serait pertinent de parler d'emprunts Non, ce serait payer une dette avec une dette. Très bien. Or, là, il faut simplement une volonté de solidarité populaire. Solidarité populaire. Oui. Merci à vous, Monsieur Claver, Kodo. On va peut-être passer la parole aussi au docteur Essoussé pour avoir son point de vue sur la question, cette tension au sommet de l'État du côté du Sénégal. Diomaye Faye, Ousmane Sonko peuvent-ils surpasser ou dépasser cette crise? Oui, comment? Au fait, l'aîné Kodo parlait tout à l'heure d'une alliance à saluer. Oui. Quand on est sur le plan normatif, en temps réel, quand on est africain. Mais à son temps, j'avais taxé ça d'une chimère. Oui. Une chimère, pourquoi je dis une chimère? Parce que vous savez, les alliances se préparent. Mais les deux ont été brusqués dans cette alliance. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas préparé ça. Okay. Déjà, pourquoi je le dis? Tout à l'heure, il faisait un argumentaire très important. Oui. Il faut rentrer dans l'histoire. Lorsque on parle de l'impérialisme, on parle des fondements de l'impérialisme. Je retiens très souvent, on les répartit en trois, les fondements politiques, économiques et socioculturels. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le fondement politique, économique. Ok. Mais je reviendrai certainement sur les fondements, sur un fondement socio-culturel. Fondement politique, pourquoi? L'impérialisme avait pour fondement installer les bases militaires. D'accord. Premier fondement. Installer les bases militaires, socio-économiques, la recherche, l'exploitation du sous-sol. Du sous-sol, tout à fait. Et socio-culturel, ça c'est très important. Il voulait répandre la religion, n'est-ce pas, au détriment, n'est-ce pas, de l'éradication de la culture africaine, qu'il considérait comme une culture barbare. Donc, on part, je l'ai toujours dit, dans l'hominisation. Donc, pour eux, l'Africain, jusqu'à l'heure où nous parlons, est toujours à l'état animal et il est dans le passage pour l'état humain. Eux, ils ne sont plus des humains, eux, ils sont déjà des dieux. Alors, quand vous avez compris ça, vous rentrez dans une autre phase, les conquêtes françaises en Afrique. Oui. Et dans les conquêtes françaises en Afrique, on les répartit, puisque eux-mêmes ont pris soin de refaire la cartographie de l'Afrique et répartir l'Afrique du Nord et autres. Alors, le plus important, c'est l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Qui était la chasse gardée de la France. Ok.
parce que vous savez, c'était le plus grand ensemble qu'on appelait en son temps l'AOF, et qui avait pour capitale, parce que quand vous prenez la bataille, n'est-ce pas, du Fouta Djallon, qui consistait, n'est-ce pas, à joindre Dakar à Niamey, au Niger. Oui. Vous vous rendez compte que dans ce grand ensemble, la capitale était Dakar. D'accord. Et vous pensez que les gars là ont établi une capitale que les Sénégalais eux-mêmes ne maîtrisent pas. Les gars là seront des amis, ils vont s'associer. Ils ont mal compris. Je viens juste vous rappeler que l'une des épouses de Diomaye Faye est la sœur, je crois bien, un truc comme ça, de l'ancien président. Oui, tout à fait. Elle est féminine. En Afrique, on sait. Linda, vous pensez vraiment que je peux combattre mon frère de sang en Afrique? Donc, moi je dis, quand on prend tout ça, je veux réfléchir bêtement, hein. Quand on prend tout ça réuni, il faut se dire, monsieur Ousmane Sonko était préparé au pouvoir. Mais monsieur Diomaye n'était pas préparé au pouvoir. C'est-à-dire que le déclic se produit lorsque Sonko est mis hors jeu complètement. Et il s'est dit, il ne faut pas perdre, n'est-ce pas, cette occasion du changement. Il va donc faire une passe gracieuse à son ami. Dans leurs arrangements, ça c'est clair. C'est que tu me fais la passe, mais c'est moi qui serai président. Maintenant, toi tu deviens président puisque c'est une fonction élective, n'est-ce pas? On ne peut pas revenir. Mais tu seras président comment? En étant premier ministre. Et dès qu'il monte président, il change complètement la constitution. On refait le parlement parce que n'oubliez pas qu'ils ont complètement défait le parlement. Il faut refaire le parlement en leur faveur et on refait le job description du premier ministre. D'où donc Monsieur Sonko commence à recevoir, et il ne le faisait pas pour le plaisir. Justement parce qu'on n'avait pas compris. Il commence à gérer les affaires publiques de souveraineté. Parce que effectivement, pour aller dans votre sens, on sait qu'il y a des affaires, il y a des points de souveraineté comme la diplomatie qui sont que l'apanage du chef de l'État. Alors on donne cette passe. Et en Afrique même, ça c'est sur le papier, quand le Premier ministre forme le gouvernement, il n'y a pas un pays en Afrique où c'est respecté. Le Premier ministre là, le gouvernement se forme au palais présidentiel. Le Premier ministre lui-même ne sait même pas souvent qu'on va le changer. Donc ça c'est des histoires des papiers. Parce qu'on a mal pris, n'est-ce pas, la hiérarchisation, l'organisation, n'est-ce pas, administrative du gouvernement. Ça il faut le dire. Mais au Sénégal, pour une fois c'est effectif. C'est-à-dire que c'est M. Sonko qui forme le gouvernement. Une des choses qu'on ne sait pas comment on va résoudre. C'est l'un des problèmes qu'il y a eu au Cameroun entre, n'est-ce pas, quand le président Aïdjo passe le témoin au président Biya, avec le problème de l'UNC, c'est même ça qui aboutira, n'est-ce pas, à cette mutation de l'UNC pour le RDPC. Ce problème se pose au Sénégal. Comment le Premier ministre est le président du parti et le chef de l'État est militant de ce parti? Pourtant, en Afrique, on sait généralement que le chef de l'État, normalement, est le leader du parti. C'est comme si vous êtes en train de dire que vous allez au village, le chef du village est dans une association, il est membre. Le chef du village n'est pas membre, puisque déjà, dans la cosmogonie africaine, le chef du village est le représentant de Dieu. Son pouvoir est divin, point. Donc, comment vous l'amenez dans une association, il est membre? Est-ce qu'on risque donc une dislocation? C'est donc... Non, la dislocation est déjà là. C'est déjà là sur le plan structurel. Il y a déjà la dislocation. Monsieur Diomaye, est-ce que dans ses actes, dans ses attitudes, essaye de prendre à main, ou alors de prendre la main, de contrôler le PASTEC, parce que c'est un instrument finalement... Non seulement il veut contrôler le PASTEC, il y a un problème. Monsieur Sonko, qui est... C'est l'homme que les Sénégalais ont mis au pouvoir. C'est lui. Au fait, c'est son programme. Alors, monsieur Sonko se prononce sur certains problèmes de souveraineté ouvertement. Un exemple, monsieur Sonko se prononce sur le détachement complètement, la rupture, c'est-à-dire il suit le mouvement de l'AES. Monsieur Diomaye est mou, il ne sait pas ce qu'il cherche. Et vous savez que de nature, Diomaye, moi je l'ai appelé à son temps la femme. Au pouvoir. Vous êtes pas un peu fort de café, donc c'est fort peut-être dit la femme, n'est-ce pas?
Mais quand je dis la femme, c'est pour dire quoi? Le caractère, c'est quelqu'un qui est dans une posture où il veut jouer à trop de diplomatie. Non, aujourd'hui, la nouvelle diplomatie en Afrique n'est pas une diplomatie douce. Encore que pour revêtir cette diplomatie douce-là, il faut être Paul Biya. Il faut être Paul Biya, c'est lui seul qui a créé cette diplomatie et il sait. Mais n'allez pas imiter quelque chose qui va vous dépasser. Les Camerounais. Oui, non, la diplomatie, parce que pour nous qui avons fait diplomatie, je vous dis, c'est un cas école dans toutes les écoles de diplomatie. Lorsqu'on veut parler de la diplomatie douce, la diplomatie lente, n'est-ce pas? On parle toujours de Paul Biya. On parle toujours de lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un, et là lui, j'ai dit de nature, il est déjà comme ça. Ça, vrai. Il vous surprend simplement. Lui, il a créé son style et il est maître. N'allez donc pas imiter ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que je veux dire. Alors, quand M. Diomaye se met dans cette position, entre-temps, M. Sonko, lui, il a un caractère, c'est un lion, c'est-à-dire qu'il avance. Entre les deux, on a d'un côté, quand on attend le temps du président, il dort, le Premier ministre prend les devants. Alors, ça ne plaît pas, parce que M. Diomaye, maintenant, nous sommes des Africains, et rentrer donc dans la culture, à partir du moment où on nous a enlevé notre essence, qui est la culture. Qu'est-ce qu'on a appris à l'Afrique? On a appris à l'Afrique à combattre son frère. Et quand vous regardez dans les conquêtes, c'est nos propres frères qui nous ont combattus. Il n'y a pas un blanc qui est venu nous combattre. Je dis, c'est nos propres frères qui nous ont combattus. Ils étaient noirs de peau, mais en réalité, ils étaient blancs d'esprit. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'entre les deux, ils commencent à se soupçonner. C'est très souvent ça, il gâte les amitiés. Il se soupçonne pourquoi. Vous avez M. Diomaye qui multiplie les voyages en Occident, notamment en France. Qu'est-ce qu'il se dit là? Il ressort, toutefois qu'il revient, il y a une tension entre les deux. Regardez bien, toutefois que les gars reviennent, il y a une tension. Quand M. Sonko se prononce sur cette histoire de sortie, M. Diomaye en France. Donc, on se rend donc compte que, et moi j'avais dit dans un média, les bandes sont là, je les donne 2 ans, en 2026. Je ne pense pas que les deux personnes là, telles qu'on est en train d'aller, Diomaye se prononce, ça c'est vrai, il a toujours dit on n'a pas de problème, mais sur les faits, nous ne sommes pas des idiots. C'est vrai, sur les faits, c'est autre chose. C'est vrai qu'on ne comprend d'ailleurs pas la nomination de maintenant, vous voyez, on retire Madame Aïssatou Bodja, qui a joué un très grand rôle dans la réconciliation. Monsieur Sonko n'est pas au courant, il est mécontent, et Monsieur Diomaye nomme l'ancien Premier ministre. Ça fait problème. Ça fait problème. C'est une ancienne Premier ministre qui connaît bien l'appareil de l'État, qu'on nomme Premier ministre de qui? Elle est ancienne Premier ministre de qui? C'est ça qui... Mais attention. Elle a beaucoup combattu l'ancien président. Elle a beaucoup combattu l'ancien président. N'oubliez pas ce qu'on appelle le repositionnement politique. Très souvent en Afrique, c'est ça. C'est-à-dire que tes anciens amis d'hier deviennent tes ennemis aujourd'hui parce qu'ils veulent se repositionner. Au Cameroun, nous sommes en train de vivre un cas et que les gens sont en train de dire qu'il incarne le changement. Un jeune qui est maire quelque part dans cette commune, qui est en train de faire un repositionnement parce que son ancien parti d'hier, il n'est plus dans ce parti. Alors, les municipales arrivent, il faut se repositionner. Alors, il regarde, la donne, c'est le changement. Il entre dans un truc. Mais ça, c'est du banditisme politique. En effet. Il faut le dire, ça c'est du repositionnement, ce ne sont pas des personnes, il n'y a pas de condition, ils n'ont pas d'idéologie. Ils se repositionnent, dès qu'ils finissent de se repositionner, allez, on repart. Donc, faisons attention. Vous dites, elle a combattu l'ancien Premier ministre parce que quand elle regardait la ferveur populaire était pour la jeunesse, cette jeunesse-là qui incarnait M. Sonko. Mais je vous rassure que il faut faire très attention avec tous ces gens qui ont travaillé pour certaines personnes, pas 1 an, pas 2 ans, pas 5 ans, et qui reviennent dire qu'ils vous combattent aujourd'hui. En réalité, c'est des envoyés de l'Occident, notamment de la France. Merci à vous, docteur Essoussé, pour cette analyse. Je ne sais pas, parce qu'on doit passer à l'actualité camerounaise. Est-ce que Moira, tu as peut-être... Non, peut-être une observation sur laquelle les invités pourraient réagir sur le fait effectivement qu'on indique qu'il y a comme une sorte de tension parce que il y a 2 jours, mardi,
le président Diomaye a reçu le bureau politique du PASTEF, dans lequel il a voulu effectivement apporter de la calmie pour indiquer qu'il y a des rapports cordiaux avec son premier ministre Ousmane Sonko, une confiance même accrue. Il y a eu conseil de ministres en date d'hier. Les deux hommes d'État ont cheminé ensemble du palais présidentiel pour notamment la salle de réunion du palais. On a indiqué qu'il y avait une ambiance quand même détendue, même si cela était sérieux. Les images qu'on a pu voir passer, un sujet que nous avons traité ce matin. Ce que je voudrais dire, est-ce que c'est donc un visage juste pour contenter les populations ou le peuple sénégalais, mais alors que dans le fond, il y a une véritable scission qui a été faite? Docteur Soucé, ou bien peut-être d'un d'entre vous? Bon, moi je dis, dans les us et coutumes diplomatiques, il n'est pas bon que deux hauts commis. Oui, peut-être aussi pour ajouter rapidement, parce qu'on sait aussi que le Premier ministre Sonko avait pris comme une sorte de repos anticipé et il a repris le travail. Donc c'est une façon d'indiquer que est-ce que clairement on est sur l'aspect politique ou bien... Effectivement, j'ai dit il n'est pas bon parce que là c'est le pouvoir exécutif. Les deux détenteurs du pouvoir exécutif, n'est-ce pas, sont un peu opposés, n'est-ce pas? Il est bon de présenter une certaine face. Ça, c'est comme je dis, c'est traditionnel, n'est-ce pas? Puisque nous ne sommes pas dans la rue où ils vont se, je ne te parle pas, tu ne me parles pas. Non, il faut le dire. Mais vous relevez dans votre question un point. C'est-à-dire qu'il y a une pomme de discorde. Le président Diomaye Faye reçoit, n'est-ce pas, les cadres du bureau politique du parti parce que le parti était mécontent, n'est-ce pas, de cette nomination-là. Raison pour laquelle il les reçoit pour essayer, n'est-ce pas, de calmer. Quand il reçoit les cadres du parti, le parti est toujours géré par le Premier ministre. Et lorsque le bureau politique est mécontent, le Premier ministre est mécontent. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Présenter à la face du monde que nous sommes ensemble. Il faut aller à la réunion, au conseil ministériel ensemble, mais ça n'enlève pas le fait qui est là et que tout le monde voit le mécontentement. Et vous dites quelque chose de très important. Quelqu'un a pris un repos anticipé et que beaucoup au Sénégal il faut le dire, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont des attaches, moi j'ai tellement des attaches, encore que c'est où j'ai soutenu ma thèse, donc j'ai tellement des attaches au Sénégal. Pour ceux, on avait vu ce repos comme une démission. Une démission, c'est vrai. Ouais. Au Sénégal, ça a couru que c'était une démission. Connaissant l'homme de Sonko, j'ai dit, j'ai mon père au Sénégal qui est dans ce gouvernement et qui m'a dit que c'est que ça c'était fait. Et que M. Sonko même a laissé entendre à certains de ses proches qu'il part. Oui, parce que c'est quand même incompréhensible que vous pouvez prendre votre congé, mais vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de nommer une autre personne. De nommer une autre personne. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on prend le congé, on nomme une autre personne et lui il revient. Tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est des erreurs, je ne sais pas, le plus cancre dans la chose de l'État. Il ne peut pas faire ça. C'est une erreur de la part de Sonko? Ou bien la part de... Non, c'est une erreur, pas de la part de Sonko. Sonko, c'est normal. Après avoir travaillé, on prend le repos. Bien que c'était anticipé, c'est-à-dire la date indiquée. Effectivement. Mais il peut prendre le repos. Mais c'est une erreur de l'autre qui nomme. Parce que quand je prends le repos, il est anticipé, je notifie. Bien sûr. N'est-ce pas? Et même quand il faut nommer... Si je vais nommer une personne qui assume l'intérim, ça se cause avec celui qui part. C'est lui qui me propose. Ça c'est les us et coutumes sur le plan administratif. C'est-à-dire, même nous-mêmes au plus petit niveau, moi et Soucé, chef service, quand j'ai un souci et que j'écris, n'est-ce pas, à mon vice-recteur ou à mon directeur, que j'ai un souci, il ne serait pas là, il te dit, les dossiers courants, qui les gère, monsieur chef service? Il dit, d'accord, je les ai confiés à tel. Ça c'est l'administration. Alors, quand on vient nommer derrière toi, ça veut dire qu'il y a problème.
Oui, je peux vous sortir rapidement avec le docteur Essousset, s'il vous plaît. Alors, docteur Essousset, comme au temps de Eddie Murphy et de Nick Nolte, un fauteuil pour deux, c'était clair que les Sénégalais, l'opinion internationale commençait à dire que c'est un fauteuil pour deux entre Diomaye Faye et Bassirou, et que c'était Sonko qui gouvernait et que Bassirou présidait. Alors, vous avez évoqué, comme un prophète, vous disiez que vous leur donniez, enfin, vous leur donnez 2 ans à ces deux-là pour commencer à se crêper le chignon. Quoi qu'il n'ait pas de chignon. Alors maintenant, moi j'ai envie de savoir, vraiment à brûle pour point, de but en blanc, si au bout de 2 ans, les tensions, l'atmosphère n'est pas assainie et que l'air continue à rester vicié, est-ce qu'on pourrait assister à une démission de Sonko ou à un renversement de Bassirou? Ce qui est sûr, si au bout de 2 ans, on n'arrive pas à ce que vous, au schéma que vous décriez, on arrivera à quoi? Au bout de leur mandat, ce serait bon pour eux. La France reprend le contrôle ouvert. Diomaye avait pourtant promis de laisser un pays apaisé à son ami et frère Ousmane Sonko. Et c'est donc ça le problème de l'Afrique aujourd'hui. Juste qu'on a aujourd'hui dans ce qu'on appelle le mouvement panafricaniste, des panafricanistes de conviction et on a des panafricanistes de face. Et ils sont plus nombreux. Je l'avais dit que M. Diomaye et M. Sonko ne sont pas des panafricains. Quoi que nous avions aimé, ne sont pas des panafricains parce que ces gars appartiennent à un mouvement. Même Sonko. J'ai dit ces gars appartiennent à un mouvement installé en France. Il faut le dire. Ça, c'est vrai. Ces gars appartiennent à eux. C'est peut-être les gens. Moi, je connais le Sénégal. Je connais très bien ces pays. Je dis, j'ai préparé, j'ai fait pratiquement 3 ans là, en train de préparer. Et j'étais dans une famille d'accueil qui est restée ma famille d'accueil jusqu'à aujourd'hui. Je connais la plupart de ces. Bon, j'allais dire Teng, mais je voulais de ces personnes qui sont au pouvoir. Non, je le dis avec un certain sérieux. Parce que j'ai été dans une maison où beaucoup de choses se sont préparées. Et c'est pour cela que je parle de Teng. Vous savez, les dessins animés, nos enfants aiment beaucoup et ils pensent que c'est la réalité, pourtant c'est la fiction. Donc, je dis, la plupart de ces gars, je vais juste, je vous ai donné un indicateur tout à l'heure. Autrement dit, le Sénégal est la petite France. Le Sénégal est la petite France. J'ai raconté l'histoire. C'était la capitale. Suivez bien. C'était la capitale. J'ai dit, allez voir la bataille du Fouta Djallon, qui consistait à relier Niamey à Dakar. Dans ce grand empire français, qui est la chasse gardée de la France, la capitale était Dakar. Il dit dans tout ce grand empire, la capitale était Dakar. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a rupture dans l'AES, il y a rupture au Tchad sur le plan militaire. Les gens de Dakar nous sortent sur une qualité de rupture que je ne comprends pas juste, qui est un changement de dénomination de la base française. C'est vrai. Et puis, il y a un autre aussi comédien de la troupe de Fingom en Côte d'Ivoire qui est aussi venu. Il faut le dire comme ça pour que le gars du Carrefour Benskin nous comprenne. Parce que si nous utilisons quelquefois un langage un peu élevé, nous allons nous comprendre ici. Mais notre objectif, c'est que le gars du Carrefour Benskin comprenne de quoi il est question. C'est un terrain très glissant, la diplomatie. C'est un terrain très glissant, le panafricanisme. Quelquefois, vous rencontrez les gens dans la rue qui vous disent que vos histoires, là, vous nous perdez le temps. Mais ils ne comprennent pas que c'est les vrais enjeux. C'est ça le nœud du problème aujourd'hui. Et je suis désolé de le dire. Nous sommes, n'est-ce pas, l'intelligentsia. Même entre nous, des collègues à l'université, tu vois tout un gros docteur qui te dit que vos histoires, là, tu comprends que celui-ci va où? C'est un péché pour moi de faire histoire ou quoi? Donc, je veux vous dire, moi, je dis des choses pour que ces gars-là, encore que moi, on m'a appris à l'école que, n'est-ce pas, l'enseignant, le pédagogue est celui qui peut dire des choses que les enfants... Oui, qui heurte, mais que les enfants de la maternelle puissent comprendre. C'est pour cela que j'ai dit que ces gars ont été rejoints par un Fingom qui a dit que lui aussi, il rompt avec les bases françaises. Vous mentez. La France va perdre tout le monde, il ne va pas perdre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Du tout, c'est vrai. Oui, oui, monsieur Carré. Je voulais revenir sur... c'est vrai, c'est assez choquant de vivre ce que nous vivons. Nous autres qui avons à un moment donné accordé un peu de crédit au duo Sonko et Faye.
simplement parce qu'on avait réalisé que qu'ils ont créé leur parti étant encore sur les bancs, ce qui supposait qu'ils se connaissaient parfaitement et qu'ils pouvaient se projeter sur le long terme. Alors, ce que nous avons aujourd'hui, il faut bien se questionner. Est-ce que parmi eux, il n'y a pas l'un qui est moins mature que l'autre en politique? Il y a cette question qu'il faut se poser. Et j'ai bien le sentiment que c'est le cas. C'est de ça qu'il s'agirait. Et malheureusement, pour résoudre le problème, il faudrait bien qu'un baisse la garde. Simplement pour créer une espèce de synergie sur laquelle nous tous nous misons. Nous les panafricains, nous misons. Il joue un jeu, Diomaye Faye, ma foi, manque de fermeté. Et à un moment donné, il entretient même des ambiguïtés sur sa relation avec la France. Par contre, Sonko semble relativement... il est plus incisif. Voilà. Qu'est-ce qui va donc se passer dans les jours, les mois, les années à venir? Ce qui importe pour nous, c'est de voir celui dont le discours est passé auprès des masses critiques sénégalaises, garder sa détermination pour justement conduire le Sénégal vers... Oui, mais est-ce qu'il aura les coups des francs? Parce que j'imagine que vous évoquez Ousmane Sonko. Est-ce qu'il pourra? Parce qu'il y a quand même un plafond de verre au-dessus de lui qui est Bassirou Diomaye Faye. Il est quand même le président. Et Dame Sikedoumbe soutient, elle dit que le PM doit se rabaisser et que le président doit croître. Ce qui est logique. Mais alors, est-ce que Ousmane Sonko aura les coups des... Est-ce qu'il aura la latitude d'aller jusqu'au bout de son idéologie? Ça se joue justement sur le terrain de cette passion que l'un ou l'autre aura pour la patrie. Et puis c'est le peuple sénégalais qui les juge. Tout à fait. Et c'est le peuple qui les juge. Mais vous les voyez à deux là, mais chacun, le peuple sait qui est qui parmi les deux, et le peuple apprécie chacun en fonction de des actes qu'il pose. Donc, quel que soit le cas, c'est le peuple qui décantera cette situation, parce que il risque d'être d'un point de rupture qui va obliger le peuple à dire son mot. Justement, peut-être pour que le peuple dise son mot très rapidement, je me suis encore amusé hier à regarder le départ du Premier ministre Ousmane Sonko de sa résidence pour le stade Senghor, où il a eu à faire un meeting époustouflant la fois dernière. On voit vraiment qu'il y a une ferveur populaire derrière Ousmane Sonko. Mais à côté, j'ai pu regarder d'autres questions. Quand Sonko était en prison, comment Faye gérait, il y a un rapprochement, et même jusqu'à l'heure actuelle, qui est certainement présenté entre le président Faye et le président de l'Assemblée nationale, El Malik Ndiaye. Est-ce que leurs deux personnalités sur le poids politique actuel du Sénégal ne pourraient pas davantage faire une sorte de confrontation avec le poids que pourra avoir Sonko seul en tant que Premier ministre? Et effectivement, le président de l'Assemblée nationale, qui est également un jeune, il risque de jouer le rôle d'arbitre. Je pense qu'il finira par jouer le rôle d'arbitre, parce que lui aussi, c'est aussi l'un des membres fondateurs du PASTEF. Oui, mais je dis, quel que soit le cas, tous ces trois-là doivent tenir compte prioritairement de l'intérêt des Sénégalais. C'est pour ça que celui qui sortira du discours de campagne, programme politique présenté aux Sénégalais, c'est celui-là qui devrait être sanctionné. Que ce soit Sonko ou Diomaye Faye ou le président de l'Assemblée nationale. Et c'est là où je sais quand même que les Sénégalais sont très matures en politique, parce que vous avez bien fait d'évoquer l'affluence du dernier meeting de Sonko. Mais je n'ai pas vu des choses pareilles depuis longtemps, voyez-vous. Donc je pense que le peuple sénégalais est maître du jeu. Eux, ils doivent exécuter la volonté du peuple, et ils ont intérêt à exécuter cette volonté justement par rapport à toutes ces promesses qu'ils ont faites au peuple pendant la campagne. Et c'est là où le peuple va les juger, et c'est là où le peuple sanctionnera également celui qui sortira de cette dynamique
qui les a portés au pouvoir. En tout cas, nous espérons que la réconciliation sera à l'ordre du jour au sommet de l'État sénégalais. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter justement au peuple sénégalais. Eh bien, on va directement, on va prendre une vingtaine de minutes pour cette fois-ci aller du côté du Cameroun. Bon, chez nous, hein, le continent, pour parler d'une actualité quand même qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Merci pour les messages que nous allons bien sûr lire avec plaisir. Oro Baldé, c'est faux. Sonko est un pur panafricain. Le peuple sénégalais est un peuple digne. Un autre message. Même les Sénégalais ne maîtrisent pas la situation et vous faites débat sur nous. Mon Dieu, Sénégal, tout le monde l'observe. Et puis Bernard Dimoundi qui dit bonjour l'Afrique, les panafricains et les panélistes. Excellente journée à vous tous qui suivez ce panel ainsi qu'à toute l'équipe technique qui nous permet de suivre ce débat. Merci à vous, chers auditeurs et téléauditeurs. C'est vrai que quand ton pays est mis à l'autre, tu as mal. J'ai eu mal comme ça récemment. Au Togo, on parlait du Cameroun. J'ai trouvé le téléviseur qui est à la salle d'attente là. Les gens ont en train de regarder et que mais on décortique le Cameroun comme ça. Alors moi je suis tombée sur un débat et les gars étaient en train de disséquer le Cameroun, mais je me suis sentie tellement petite et minable. Mais j'ai été prise d'une sorte de rage. J'avais envie d'attraper le téléviseur et de dire à ce gars, hey, écoutez, vous calmez, vous parlez quand même du Cameroun s'il vous plaît. Avec le vieux président. On dit ça comme ça, on le dit. Ils nous ont insultés. Et puis l'autre là, c'était Jean-Luc Mélenchon qui parlait de Paul Biya, qui disait qu'il était grabataire, que le locataire de... Non mais je me suis dit, mais oh là. Il faut partir oui, mais quand même. Il faut partir d'un fait. L'Afrique entière, et notamment l'Afrique noire, n'aime pas le Cameroun. Ah bon? Expliquez-vous, docteur. C'est très grave. Ça, c'est une déclaration. C'est une déclaration. Et vous comprendrez pourquoi je le dis. Ils n'aiment pas le Cameroun parce que les Camerounais sont très intelligents. Les Camerounais sont très intelligents. Le Cameroun est l'un des rares pays où il y a déjà une plurielle des médias et où on peut débattre des questions de l'Afrique comme si les gens se trouvent dans ces pays-là. Ce qui n'est pas toujours possible. Parce que quand vous regardez même ces débats superficiels, notamment celui du Togo, donc, les gens restent sur des questions superficielles, ils n'aiment pas sur des questions de fond et parfois ils ont des fausses données. Mais aujourd'hui, le Cameroun est l'un des rares pays où, si on te parle du Sénégal, tu as l'impression que les gars qui sont sur le plateau vivent au Sénégal. Mieux. Parfois, ils renseignent les Sénégalais de ce qui se passe. Et les gars n'aiment pas. C'est pour cela que nous, quand nous arrivions dans ces pays, en Afrique, même si que vous le savez, quand vous arrivez dans ces pays, on dit, les Camerounais là, ils veulent montrer qu'ils connaissent. Moi, je vais pour un colloque au Congo et dans mes balades, on se retrouve à la BIAC. Et à la BIAC, il y a un haut cadre de la BIAC qui est bloqué dans son bureau pendant que nous causions. Et il est bloqué complètement et il dit qu'il a besoin d'un... Il faut appeler l'informaticien, sa machine est bloquée et tout. Ça, c'était la version de son rôle qui était désuète. Alors j'ai pris la machine et j'ai dit que vous les Camerounais, vous voulez montrer que vous connaissez tout. Vraiment, toi tu es un historien, tu te retrouves ici dans les questions. Il est fâché, putain, j'ai géré son problème. Tout dans les problèmes d'informatique et puis vous rentrez chez vous, dit que les Congolais sont bêtes et tout. J'ai dit, c'est un vécu qui le disait. Donc, et moi, quand j'étais au Sénégal pour les études, très souvent, quand on travaillait et que je veux prendre la parole, je dis que non, ne donnez pas la parole, à ce gars, ne donnez pas la parole, il va nous insulter s'il avait sa connaissance, vraiment, vous c'est Camerounais. Donc ils reconnaissent quand même que le Cameroun, j'ai dit, sur le plan de l'intelligence, c'est pour ça que quand ils ont moyen de cuire les Camerounais, ils ne la louent pas, ils n'ont pas l'occasion. De toutes les façons, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que nous sommes dans un média, c'est un média panafricain, For You Media, For You Radio, For You Télévision, et donc personne n'échappe. En tout cas, à la critique, à la censure, personne, même quand nous on pose le problème du Cameroun sur la table, quand il faut cuire le Cameroun, vraiment, on le fait. Donc personne, vraiment supporter seulement les Sénégalais. Vous êtes à l'ordre du jour aujourd'hui. Le matin, la Côte d'Ivoire, c'est allé dans tous les sens. Chacun supporte seulement quand son moment arrive. On accepte seulement. Et bien justement, on va parler du Cameroun. On va parler du Cameroun cette fois-ci avec
la nationalisation des néos, même si je doute fort qu'ils seront très contents des analyses qui se feront ici sur le plateau. La nationalisation des néos, moi, vraiment, je veux qu'on reste vraiment sur le débat. Outre l'aspect technique, vraiment, on peut revenir là-dessus, mais ce qui nous intéresse pour qu'on reste en droite ligne avec notre ligne panafricaniste sur l'aspect souveraineté, déjà. Autour de cette nationalisation des néos, on sait ce que les Camerounais on a vécu, même si on espère, on espère que la reprise en main de cette entité, il ne s'agit pas de reprendre en main pour reprendre en main, mais il faut bien faire le travail pour que ce soit effectivement mis au service de cette population, qu'on ne souffre plus. Parce que si vous prenez le cas de For You Média aujourd'hui, vraiment, c'est des litres et des litres de carburant qui sont utilisés parce que l'énergie électrique se fait très rare. Et vous voyez, ce sont des dépenses qui n'ont pas été... on n'a pas été préparé, justement, budgétisé, mais comme il faut fonctionner 24 heures sur 24, on est obligé de tourner justement en mode générateur la plupart du temps. Donc, on espère que cette reprise en main va effectivement corriger les erreurs ou les fautes du passé. Alors, la parole est à qui veut la prendre surtout pour peut-être poser les premières questions à nos invités. C'est vrai, si Kema Musela aujourd'hui... non, je continue. Wow. Je muselle. Wow. Tu as beaucoup développé le matin. Vraiment. Pose la question. J'ai fait les efforts de poser la question. Alors, le fameux accord, le rachat des parts d'Actis, des néos qui s'élèvent à 78 milliards, donc 95%. Docteur, je vais préférer commencer par vous. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que il y a quand même que Actis gérait Néo. Actis est maintenant acheté par un Américain géant transatlantique, qui voulait que les choses puissent aller pour le mieux. À côté de ça, on a la dette de 800 milliards de Néo. Si quelqu'un est à la maison, on entend parler de cela, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce qui s'est fait hier du côté de Yaoundé? Ce qui s'est fait hier du côté de Yaoundé, je pense que le mineur, le ministre de l'Industrie... De l'eau, l'énergie. Oui. Voilà. C'est longtemps exprimé sur la question d'un processus, n'est-ce pas, qui a débuté il y a déjà pratiquement, je crois, 5 à 6 mois. Il faut le redire. Je vais d'abord revenir sur le plan général. Le secteur de l'électricité est un secteur de souveraineté. Il y a l'électricité. Et vous savez qu'à un certain moment, l'État du Cameroun, ne pouvant plus gérer, n'est-ce pas, était obligé de céder cette gestion aux étrangers. Et dès qu'on a cédé, n'est-ce pas, ces deux secteurs aux étrangers, les problèmes ont commencé. Il faut bien le noter. Dès qu'on a cédé l'eau aux étrangers, on a commencé à avoir des problèmes. Dès qu'on a cédé l'énergie, c'est même la première fois que le mot délestage arrive au Cameroun. Nous, on savait qu'il y avait coupure, point. Et on a commencé à avoir le mot délestage qui existait depuis, est entré dans le vocabulaire même du Camerounais le plus instruit. C'est à partir du moment où ces gens ont pris. Et lorsque vous avez la sortie, j'ai parlé il y a ça dans ce média, la dernière sortie d'un responsable, un haut responsable des services d'intelligence camerounais, qui est en deuxième section présentement, j'ai nommé le colonel Émile Bankui. Il parle, je crois, son livre, oui, c'est Multinationales et corruption en Afrique subsaharienne. Le docteur, le colonel Émile Bankui, lisez ce livre. Il vous dit exactement le rôle des multinationales dans la déstabilisation de l'Afrique subsaharienne. C'est clair, il nomme toutes ces entreprises. Le Cameroun n'est pas épargné. Il nomme MTN, il nomme Orange, il nomme là. Il dit, c'est le patron des renseignements. Et on connaît qui est Émile Bankui en termes de renseignements. Je pense que c'est l'un des rares patrons de renseignements que le chef de l'État a dépêché souvent dans ses missions à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de l'ouvrage? L'ouvrage, c'est Multinationales et corruption en Afrique subsaharienne. C'est moins d'un an quand tout à fait, il a fait la dédicace. La dédicace, juste avant son départ à la retraite. Je dis, lisez ce document, ça fait froid aux yeux. Colonel Émile Bankui
c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toutes les données en main, en fait. C'est un patron des renseignements, c'est la CENIL. Il va jusqu'à vous dire, il dit le rôle de ces entreprises. Il va jusqu'à vous expliquer comment est-ce qu'une entreprise sérieuse qui fait dans la distribution de l'énergie dans un pays, à des moments les plus critiques souvent, un discours du chef de l'État vous déleste. Oui, c'est arrivé. Et il va vous démontrer que cette entreprise, pendant des années, a contribué. Leur rôle, c'était de monter, comme on dit, la tension des Camerounais. Oui, d'énerver les gens. D'énerver les gens. Et vous savez que c'est la seule entreprise. C'est-à-dire que les gens ont sorti même des slogans de la comédie. Fingom s'est étalé là-dessus. Et c'est le seul homme qui n'est pas sûr au Cameroun, c'est Néo. On est même allé jusqu'à dire que il y a... non, si vous savez, c'est mon humoriste le plus préféré parce qu'il parle des faits vraiment que nous vivons au quotidien. C'est le seul humoriste qui réussit. Il a appelé ses followers les lampadaires. Les lampadaires. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est étalé sur la question des Néo. Un temps, quand vous n'êtes pas quelqu'un dessus dans la rue, on vous dit que vraiment ne fait pas les choses des Néo. Quand on avait un moment un peu sérieux là, un match et toi Néo, pardon, on est même jusqu'à aller nous parler de la PlayStation, donc qui est l'enfant du DG des Néo. Quand il aime, quand Bépanda les nerfs, vous avez vu ce que Pingoma tu dis que on avait réalisé un grand reportage comme ça pour eux dans ce cas-là effectivement. Voilà. Regardez un peu à quel niveau la masse populaire arrive. C'est-à-dire qu'on qualifie, c'était devenu la bête noire des Camerounais. Et Néo et Orange. Et quand les deux avaient réunion, c'était grave. Le réseau te dérange ici, l'autre côté. Regardez comment. Je vous rassure que cette entreprise a contribué à 90%, n'est-ce pas, à négativer le politique camerounais. C'est vrai. Oui, ça, il faut le dire. Au départ, l'État du Cameroun s'est dit, dans le transport, on nationalise le transport en mettant sur pied Sonatrel. Ce qui se passe aujourd'hui avec Enéo, le ministre l'a dit clairement, la grosse dette, et vous savez que cette dette que Enéo brandissait toujours, il y avait aussi une partie Enéo devant l'État du Cameroun. Et l'État avait dit qu'on fait le balancement. Il a dit qu'on voit ce que tu me dois, ce que je te dois, ce qui restait au-dessus là, c'est ce que l'un paye à l'autre. Et comme ce qui était au-dessus là, c'était Enéo, Enéo a fait le mauvais jeu. Et rassurez-vous que cette entreprise a dribblé l'État du Cameroun par 2 fois. Parce que c'est pas aujourd'hui que l'État voulait reprendre Enéo. Quand Actis prend, l'État veut reprendre, il va passer un accord comme ça. L'année dernière, il y a toujours un dribble. Il passe des accords en donnant, je crois, à cet Américain-là. Donc, il faut dire que aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire, il est opportun. Parce que c'est des secteurs très dangereux. Je vous rassure que si vous avez une attaque, et ceux qui sont au front le savent, lorsque vous avez une attaque et que subitement on vous coupe de l'énergie, ça devient dangereux pour vous mouvoir. Le réseau d'errance, ça devient... Ces deux entreprises, parce que même l'autre là, moi, il faut reprendre toutes ces histoires-là. Même l'autre là, nous autres qui allons souvent dans le cadre des missions au front, je vous rassure, dès que vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez plus le réseau les communications. Vous êtes en difficulté. Je vous rassure, on peut faire de vous ce que on peut. Donc faisons très attention. Déjà, sur ce point, nous sommes d'accord. Et le ministre l'a dit, cette dette, l'État se charge de l'évacuer. Donc, il n'y a pas de débat là. Le ministre a été très clair dans sa sortie. Je pense que toute sa sortie est dehors aujourd'hui. Il a dit la dette, il a chiffré la dette. Il dit l'État se charge. Il a même donné un plan de relance. Donc, il est important. Quand vous prenez par exemple l'eau aujourd'hui, comme je parlais, dès que l'État du Cameroun a repris et que M. Dr Moussa Njoya, Blaise a repris, n'est-ce pas, a pris les fonctions, il y a, peut-être on ne perçoit pas encore parce que le mal était profond, mais il y a comme, n'est-ce pas, une bouffée d'air. Effectivement. Donc, je veux dire, même dans le secteur de l'énergie, quand vous vous approchez de certains spécialistes de ce secteur, dernièrement, il y a peu de temps, j'étais
dans le village de Faron. J'étais voir un... J'étais voir un des hauts responsables qui a travaillé pendant plus de 40 ans à Eneo et qui a été pendant pratiquement 15 ans directeur de branchement. Nous avons causé et c'est lui qui me disait que si l'État ne reprend pas cette histoire-là, l'État va souffrir. Parce que le programme de Ségar, je vous parle d'un directeur de branchement, il dit le programme de Ségar est très compliqué. C'est très très compliqué. Pour parler de souveraineté, il y a des secteurs que vous devez maîtriser. Dès que vous ne maîtrisez plus ces secteurs, et n'oubliez pas que je le dis toujours dans mes émissions, la souveraineté repose sur 3 indicateurs. Ça c'est scientifique, sur le sous-sol, la monnaie et sur les institutions. Et lorsqu'on parle des institutions, première institution, on parle de la défense. Deuxième institution, c'est les secteurs comme celle-là. Prolongement, s'il te plaît, là, ça va permettre au DP de relancer. Docteur Soussé parlait justement d'un plan que peut-être Eneo et puis tous ses amis et compasses avaient. Est-ce ce qui plonge par exemple le Cameroun dans ce que nous voyons, ce qui est un peu vu comme le cheval blanc, l'éléphant blanc, pardon, du côté de Nachtigal, où on a 420 mégawatts qui ne parviennent pas à satisfaire le Cameroun. Pourtant, on produit, mais on se rend compte bien après qu'il n'y a pas la possibilité de transporter le courant électrique. Il n'y a qu'une seule infime partie qui va à Yaoundé. Vous savez, parler des NEO, tout seul dans le cas de cette thématique serait laisser la carte blanche aux autres acteurs. L'accès à l'énergie électrique dépend de 3 acteurs. Vous avez la production, comme c'est le cas de Nachtigal, et s'agissant de Nachtigal qui, sur le papier, devrait produire 420 mégawatts. Mais ce qui va vous surprendre, c'est que ce n'est pas une production linéaire. Elle varie selon les heures. Pourquoi? Parce que certainement, sur le plan technique, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ce n'est pas normal qu'un barrage vous produise de l'énergie en fonction des heures, même en saison de pluie. Et comme c'est le cas actuellement, je me réfère à certains communiqués de la Sonatrel et des NEO et de NHPC que j'ai lu il y a quelques jours. D'ailleurs, j'ai consacré un dossier spécial sur cette question, sur la crise énergétique au Cameroun. Lorsque vous vous rendez compte que le Cameroun aujourd'hui dispose de moins de 800 mégawatts pour des besoins estimés entre 5000 et 6000 mégawatts, avec un potentiel réel de 15 à 16 000 mégawatts. C'est-à-dire, si on décide, le Cameroun décide de produire de l'énergie suffisamment par rapport à ce potentiel, nous sommes capables de produire 15 à 16 000 mégawatts, c'est-à-dire distribuer l'énergie dans toute la région jusqu'au Nigeria. Or, nous n'atteignons même pas 800 mégawatts, et pour plusieurs raisons. Dans le cadre du septennat des grandes réalisations, il y a eu plusieurs projets qui ont été retenus, notamment la construction des barrages hydroélectriques. Vous avez Mekim, vous avez Lompanga, vous avez Mevele, vous avez justement Nachtigal. Et aujourd'hui, on parle même de 2 autres barrages. On parle maintenant de Kikot, de Cholet, bref. Mais pendant que les gens investissaient des sommes faramineuses dans ces projets-là, ils ont totalement abandonné l'entretien des anciennes infrastructures. Ces infrastructures, c'est lesquelles? Vous avez Sonloulou, vous avez Edea, vous avez le barrage lac d'eau d'Adarak, qui est totalement ensablé. Et vous avez Bamendi qui est un bac de retenue d'eau. Voilà. Bon, Bamendi, c'est un bac de retenue, mais on aurait dû aussi mettre une petite usine sur pied. De ce côté-là, comme le docteur Sangoula l'avait fait dernièrement avec EDC l'a fait avec Lompanga. Ce qui permet aujourd'hui à la région de l'Est de disposer relativement d'énergie indépendamment des villes comme Douala. Donc, moi, je pense qu'il y a eu une négligence. Ou alors, ceux qui étaient en charge de gérer ces projets ont privilégié ceux qui leur rapportaient tout de suite de l'argent sans entretenir les anciennes infrastructures. Parce que si ces anciennes infrastructures étaient entretenues, l'autre là, le barrage du Nord dont on parlait tout à l'heure,
c'est 3 turbines. Oui. Il y a une seule qui marche à peine et elle est ensablée. Sont le lot, 4 turbines, il n'y a que 2 qui fonctionnent. Et même la route, même récemment, il y avait un pont qui était fissuré. La route même n'est plus en état n'est plus carrossable. EDEA, ça s'entend, EDEA a été conçu pour à l'UQAM. Donc, pendant de très longues années, EDEA a quand même pu tenir, mais la population était encore à 6 millions, 7 millions d'habitants. Même EDEA n'est pas entretenue. Alors, puisqu'ils ont abandonné ces barrages, ils sont obligés de miser sur les nouveaux barrages qui, malheureusement, ne semblent pas porter les fruits des fleurs, comme c'est le cas de Nachtigal. Alors, quand on a évacué la production, vous voyez qu'on n'a pas une production suffisante pour satisfaire la demande. Maintenant, on revient sur le transport. La Sonatrel qui est en charge du transport de l'usine au poste de transformation, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Eneo qui, en fait, s'occupe du transport domestique. Donc, Eneo transporte jusqu'au central, jusqu'au transformateur, pas Eneo. Sonatrel transporte donc, il transporte les grosses quantités d'énergie jusqu'au transformateur. Et c'est là où l'énergie est livrée à Eneo qui, maintenant, redistribue, transporte pour les ménages. Ça, il faut faire le distinguo. Mais du moment où il n'y a pas assez d'énergie, qu'est-ce que la Sonatrel doit transporter? Le peu qui existe. Et même Eneo, qu'est-ce qu'Eneo va distribuer? Mais comme Eneo peut jongler sur les facturations et autres, on se retrouve dans une situation où c'est Eneo qui dicte sa loi par rapport à l'accès à l'énergie électrique. Mais la vérité, c'est qu'en amont, on n'en a même pas. On n'en a pas suffisamment. Donc la crise énergétique au Cameroun n'est pas en fait du hasard, c'est la conséquence de plusieurs facteurs. Donc en amont, surtout, faute de disponibilité d'énergie, ou alors conséquent à la suite d'une mauvaise implémentation du projet, par exemple de Nachtigal, qui, il faut encore le rappeler à nos téléspectateurs et téléauditeurs, ce projet a été réalisé dans le cadre de partenaires privés-publics. Le Cameroun, le partenaire français et EDF Suez détient 95%. 95%, c'est énorme. Dans le projet, et une concession de 35 ans. Or, compte tenu des difficultés d'Eneo à honorer ses engagements, l'État du Cameroun se trouve obligé de verser, dans le cadre d'une clause qu'ils appellent Take and Carry, 10 milliards par mois. La question que je me posais de savoir, les 10 milliards par mois, c'est pour combien de temps? Pourtant, nous devons rembourser 780 milliards aux partenaires français. Et ça devient très compliqué, parce que si par an, on doit dépenser 120 milliards, qu'est-ce qu'on va dépenser en 35 ans? C'est énorme. Alors, ça signifie qu'il y a un problème de fond. Vous allez retrouver dedans la corruption, l'incompétence, la mauvaise foi et tous les mots qui vont avec la malgouvernance publique. Et c'est là où nous en sommes. Et cela devient également un danger, un risque réel pour les autres projets qui viennent d'inventer, qui rentrent dans la même logique de partenariat public-privé. En fait, Nachtigal participe, est un modèle de privation de notre rupture énergétique. Parce que cette énergie ne nous appartient pas, pourtant nous allons payer beaucoup d'argent pour avoir accès à cette énergie qui pourtant, dont la fourniture n'est même pas linéaire. D'accord. Et pour ajouter, il a touché un point, bon, rassurez, j'ai d'abord mon téléphone sur mon avion. Donc, quand il va m'appeler, quand vous dites ça, ça veut dire que ce que vous allez dire, en fait, il faut dire, le doyen a parlé tout à l'heure des problèmes qui minent, parce que tout ce qu'il a dit, c'est vrai, mais on ne peut pas, en fait, on peut surpasser ça si on veut en 2 mois. Le Cameroun, j'ai dit si on veut en 2 mois. Déjà que le chef de l'État a ordonné, vous le savez, que la ligne 94 et la ligne 65. Vous savez ça, non? C'était 2 lignes qui étaient séparées. Donc, dans le nouvel exercice budgétaire, pour une fusion, ne plus exister. Ça, c'est la première mesure. Et les architectes de Yaoundé sont fâchés. Donc, comme toujours. Oui, ils sont fâchés.
Parce que rien que ce qui était dans ces deux lignes-là, jusqu'à aujourd'hui, depuis que le Cameroun, on ne sait pas à quoi servaient ces deux lignes, mais je vous rassure que c'était centaines de milliards. Oui. Je vous rassure, c'était centaines de milliards disponibles. Et c'est ce que les gars distribuent souvent à leurs amis. Il faut dire que le véritable problème du Cameroun, c'est ce qu'on appelle la corruption, Manuela. On parle, je dis toujours aux Camerounais, on parle et parfois les hommes politiques, corruption, vous n'imaginez même pas à quel point nous qui sommes dans des services, le Cameroun est pourri. Je dis, le Cameroun est pourri à un niveau. Et pourri parce que à la tête de ce pays, on n'a plus de patriotes, on n'a plus de nationalistes. Donc, on a des étrangers qui gouvernent au Cameroun. Et on pense qu'ils sont... Les gars-là ne sont plus camerounais. Les gars qui sont à Yaoundé ne sont plus camerounais. Les gars-là ont 18 nationalités. Dès que ça pète au Cameroun, ils prennent les avions qui partent chez eux. Avec leur famille. Je vous dis, regardez le jeune enfant, je le dis toujours, qui entre à l'ENAM, il sort. Le gars-là n'est pas RDPC, il n'est pas PUS, il n'est pas PCN. Le gars-là est camerounais. Dès que vous demandez à ce gars-là, c'est quoi, il dit que dans 2 ans, il doit avoir un immeuble de 8 niveaux. Pourquoi? Parce que la corruption est devenue une tradition au Cameroun. C'est très normal. On a écarté la norme. Comme l'autre. Donc, regardez les projets au Cameroun. Les ingénieurs de Yaoundé sont très futés. Ils montent un projet. Déjà, les gars, tout le temps, ils montent les projets. Ils font exprès de retarder le projet. Parce que l'étude prend plus de temps. Les émargements pour l'étude, c'est la catastrophe. Quand le financement, là, vous avez par exemple un projet de financement, on dit 400 milliards. Et 400 milliards sont disponibles. Au bout de 2 ans, le projet n'a même pas encore commencé à être, c'est toujours l'étude. On a déjà épongé pratiquement 180 milliards. On va réaliser le projet avec combien de milliards encore, il faut donc aller chercher. C'est ce qui se passe même sur l'autoroute là. Oui. Le vieux, il a travaillé dans ce projet, il sait de quoi je parle. C'est fou, c'est dingue. On a 800 milliards disponibles. Les bailleurs de fonds mettent les 800 milliards disponibles. Encore que ces bailleurs de fonds sont les plus grands corrompus. Et naturellement, en fait, les anciens bailleurs de fonds là, qui en France et au-delà, ils sont corrompus et ils ont les lieutenants au Cameroun, parce que c'est les mêmes lieutenants, parce que cet argent doit retourner et on vous maintient dans la dette continuellement. C'est-à-dire que c'est un rouleau d'étranglement qui vous permet d'être, qui leur permet d'être toujours maître et vous serviteur. Alors, qu'est-ce que ces gars font? Première, les études ont toujours les thèmes. Et des thèmes, ça va rien qu'à partir du thème, vous vous perdez. Projet et de renforcement de quoi. Études de ceci. Les émoluments que les gars signent. Les descentes sur le terrain, on vous multiplie. Et les descentes sur le terrain sont des descentes sur le terrain conjoints. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez pratiquement 8 ministres qui sont concernés. Donc vous avez 8 cortèges en carburant. Pourquoi je le dis? Depuis plus de 10 ans, lorsque ces gens-là que je n'aime pas trop, qu'on appelle le FMI, quand ils reviennent au Cameroun, ils regardent, ils vous disent que la gestion, il n'y a pas de problème, mais ils ont toujours c'est-à-dire que c'est un seul point. On parle du train de vie de l'État. Oui. C'est un train de vie lourd. Parce que quand vous avez 8 ministres pour un projet où il y a un 400 milliards, qui doivent descendre, chacun avec sa délégation. Vous avez un cortège qui ne finit pas de toute une journée, donc il vous bloque complètement une ville. Vous avez des hôtels qui sont pris en otage. Vous avez des émoluments qui sont pris en otage. Quand vous finissez là, ce jour-là, on a défalqué pratiquement l'argent déjà disponible de ce projet. Sur les 400 milliards, j'ai dit un seul jour, on vous dit pratiquement on a 800 millions. Et quand on va faire comme ça, 2, 3, 4, ce n'est plus disponible. On commence donc sur, je ne sais pas, une journée, on vous dit, il n'y a plus de fonds. Le pauvre chef de l'État obligé de dire, c'est quelle histoire? Coup d'État scientifique. C'est ça qu'on a appelé le coup d'État scientifique. On est obligé d'aller s'endetter encore. On revient le même. Donc, si on peut résoudre le problème de corruption dans cet État, je vous rassure, est-ce que vous conviendrez avec moi que, Manuela, vous pouvez appeler pour 500 000 en un mois?
les coups de fil. C'est-à-dire que 500 000 un mois. Non. C'est-à-dire que même si vous appelez 24 sur 24, il a demandé à un ingénieur de sécurité Orange, il m'a dit que c'est que vos oreilles, vous irez siffler. Chez l'ORL. Mais vous savez que vous avez un haut commis par mois qui émage 23 millions pour les frais de télécommunication. Wow. Il est en région, hein, je parle en région, il n'y en a que 2 hauts commis. On a en dehors des sociétés d'État, en région, ça sur l'administration centrale, on a le gouverneur et le recteur. Et vous savez de qui je parle. Donc je parle de celui que je maîtrise le plus. 23 millions dans le budget de l'État par mois. On prend un ministre en décembre, vous connaissez bien l'histoire, un ministre, on trouve les bons de carburant de 900 millions dans son bureau. En décembre, il a déjà distribué à la famille, il a distribué au personnel déconcentré. Il a distribué même aux cousins de ses cousins. Mais il a encore pour 900 millions. Vous pouvez vous imaginer? Le mal est très profond. Je dis, je vous rassure, parfois nous voyons des choses. C'est même l'arbre qui cache la forêt. Vous baissez simplement la tête. Le problème de corruption au Cameroun, raison pour laquelle donc les gars de cette architecture-là ont dit Biya au pouvoir définitivement. Et ils sont prêts à tout. Le père là lui ne comprend plus ce qui se passe. Ah mais vous voyez le père à la prestation de ses membres, on demande que je m'élève. On demande que... je vous parle, c'est des réalités, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est profond parce que ça fait les affaires. Et tant que c'est comme ça, parce que vous vous imaginez ces gars, un temps soit peu, on vous dit que va vous réveiller le matin qu'il y a eu élection, Matomba a pris le pouvoir. Cabral a pris le pouvoir. Mais les gars vont déménager. Ils vont déménager le Cameroun. Parce qu'ils connaissent la faveur de ces jeunes-là. Il va falloir nettoyer ce pays et reconstruire le mental des Camerounais. Je suis d'accord. Oui, pour sortir. Oui, pour sortir. Voilà, au docteur Issoussé. Alors, docteur, déjà je salue la réappropriation de notre bijou, qui a toujours été Sonel, parce que entre AES Sonel, entre Eneo, on se perdait un peu. Vraiment. Donc, c'était déjà la réappropriation même de l'identité qui reste. Ne reconnaissait même plus l'histoire. Qui reste la Société nationale d'électricité. J'ai envie de dire ça comme ça. Alors, justement, docteur Issoussé, alors, pour renouveler, alors pour remonter la pente la pente des 60 milliards de déficit, alors que faudra-t-il faire? Est-ce qu'il y a un nettoyage de fonds? Est-ce qu'il y a une politique qui est mise sur pied pour remonter la dette du déficit de 60 milliards de francs? Comment Sonatrel va acheminer l'énergie pour alimenter Nachtigal, Kribi et Memvele? Non, la première des choses qu'il faille faire, et monsieur le ministre l'a dit, il y a un redressement. Il y a déjà ça. Et dans le redressement, il disait, tout le monde va payer désormais. Tout le monde doit payer désormais. Et quand il a dit tout le monde, il sait à qui il s'adressait. Ça veut dire que l'État doit commencer à payer ses factures. C'est vrai. L'État, les fonctionnaires dans les maisons d'État doivent commencer à payer. Parce que moi, je prends un exemple. Chez nous, quand on arrivait, les ampoules étaient allumées du matin jusqu'à minuit, donc 24 heures sur 24. Et quand mon vieux prend la retraite, la première facture qui sort, il avait cru qu'on était encore dans l'ancien système. La première facture sort, le vieux avait 72 000, il dit que c'est pas possible, c'est avec ma pension. Alors mon vieux, chaque matin quand vous êtes allé à l'école, il faisait une fois, il a trouvé ma radio dans la chambre en train de jouer, il arrête et il vient me dire au salon, il dit que est-ce que la radio consomme? Il dit que comme ça, va donc tu fais sauter le disjoncteur et tu branches, tu vois, si ça continue à jouer, ça veut dire que ça ne consomme pas. Mais si ça ne joue pas, ça veut dire... Donc, on peut dire quoi? Ça doit commencer par là. Les services, vous savez que dans tous nos services, parfois on laisse la clim allumée, on revient le lendemain, la clim est toujours... Donc, il y a ça, tout le monde devra payer, même les hauts commis de l'État, parce que c'est une entreprise, et une entreprise, c'est du business. C'est vos agents là qui font fonctionner l'entreprise, parce que rien que par mois, il faut le dire, l'État avait une dette pratiquement de 13 milliards à Eneo. C'est-à-dire que les services publics et autres, les consommations, par mois, et qui ne se payaient pas. Pouvez-vous imaginer ce que ça peut faire? Non. Et le ministre, moi je l'ai apprécié, il a été très franc, il a donné tous ces chiffres-là. Par jour, ce que l'État consommait et consomme. Donc, il y a déjà ça. Il y a que, deuxième des choses, la lutte, il a dit, contre la corruption. Parce qu'il y a
des poches de corruption à Enéo, à nul autre pareil. Il a parlé aussi d'un audit interne. Il faut un audité interne, c'est-à-dire partant du transport, ces barrages-là. Pourquoi est-ce que Menvele qui devait, Natigal qui devait être à 400 MW aujourd'hui ne fournit pas ces 400? Il faut trouver le pourquoi et mettre chacun devant ses responsabilités. Là, vous trouverez qu'il y a tellement de choses qui se sont faites. Donc, moi, je pense qu'il faut commencer. Et là, il faut mettre... Il ne faudrait pas que ce soit les mêmes gens. Parce que j'ai dit le secret et je l'ai dit quelque part. Ce que nous attendons du président Paul Biya pour ce septennat, moi, personnellement, et sous pas le militant, pour croire à son sérieux en rapport avec son discours, c'est qu'il commence à chasser tous les gars qui sont autour de lui. Oui. Sinon, tout ce qu'il a parlé là comme projet, on sera dans la même chose. Qui commence à chasser tous ces gars et qu'il mette les inconnus. S'il ne connaît pas les inconnus, je l'ai mis. En fait, moi, j'ai nommé même. On m'a demandé un mémoire. Ça va arriver là-bas et ils ne vont pas m'aimer, c'est bon. Mais je dis, il faut mettre des inconnus. Des gens qui n'ont jamais géré. Même pas moi, parce que nous, on a déjà géré quand même dans un service. Donc, on a déjà les gemmes du détournement. On sait comment ça se passe. Les gens qui n'ont jamais géré la chose publique. Ça, il faut le dire, il faut commencer par là. Parce que tout ce qu'on va faire là, on a repris Enéo, je vous rassure que les gars là sont contents. Nous, on est contents parce que c'est un instrument de souveraineté. Mais les gars là, ils sont plus contents parce qu'ils voient les milliards qui vont circuler. Et je vous rassure qu'ils sont encore plus contents parce que ça se fait un moment, ils savent que bientôt il peut y avoir un remaniement. Donc il faudrait vite faire des choses. Si tu veux, reprenez le discours du ministre. Il est dans l'urgence. Il faut vite faire les choses, détourner avant, on n'est pas sûr de revenir. Donc, pour moi, voilà, dès qu'on a résolu ce problème-là, on a changé les gars là, on peut auditer, on peut vraiment avoir un audit fiable. Parce que si on va aller chercher les cabinets en France, c'est où ils aiment les cabinets d'audit que ces gars aiment. Jamais on allait entendre qu'on allait prendre un cabinet d'audit en Russie. Parce qu'on connaît la mentalité des Russes. En Allemagne, on connaît la mentalité des Allemands. Généralement, on dit c'est en France, au Maroc. Voilà, ils aiment les deux pays là pour l'audit. Ils vont aller prendre, parce que les gars là, c'est leurs cousins. Ils ont que la peau qui diffère, c'est leurs cousins. D'accord. D'accord, c'est vrai qu'on est en train de sortir. On a encore pratiquement 25 minutes, on a encore des rubriques, mais on va vous permettre, monsieur Claver, de peut-être de sortir de ce thème en quelques minutes seulement. Le temps peut-être de lire aussi ce message de Gérard Alter qui dit que devient les barrages chinois. Bon, il dit c'est vrai que je me lève à 3 heures du matin pour puiser de l'eau au Cameroun, à Yaoundé et Néo. C'est grave. Merci en tout cas Gérard pour ces messages. Monsieur Claver. Oui, ce thème est un thème qui est une préoccupation, surtout qu'il s'agit d'une menace contre la souveraineté de notre pays. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, dans la dernière livraison du hebdomadaire Horizon Nouveau Magazine, nous avons dû consacrer la manchette principale sous le sous-titre « Crise énergétique au Cameroun », son attrait en bouc émissaire. Pourquoi? Un agneau de sacrifice, quoi. Pourquoi? Parce que les choses ont tellement été mal ficelées depuis le début. Et je plains même l'actuel ministre de l'eau et de l'énergie, parce qu'il se bat comme un bon diable, mais en réalité n'est pas comptable de ce qui arrive. Qu'on prenne le cas d'Actis, ou des études techniques et financières, des projets dont il hérite, c'est son prédécesseur qui était à l'origine de tous ces bricoles. Je me rappelle bien du cas d'Actis, qu'on nous a balancé un matin, après une négociation à travers lesquelles, selon certaines rumeurs, beaucoup d'argent aurait circulé dans le choix de ce fonds britannique, Actis, ce qui serait également le cas par rapport au contrat public-privé, partenaire public-privé avec EDF Suez. Comme le disait, comme le rappelait Dr. Vous savez, les multinationales fonctionnent exclusivement sur des coûts de corruption. Vous vous rappelez les conditions de construction de la Régie nationale des chemins de fer à Bolloré. Tout à fait.
c'était un sacré coup de corruption et d'influence diplomatique. Pourtant, c'est pas Bolloré qui avait gagné l'appel d'offres. Alors, chaque fois que les transnationales à capitaux français notamment interviennent en Afrique, c'est toujours un coup de corruption. Je pense que il faut aborder la question dans le fond. Il faut aborder la question de l'accès à l'énergie électrique dans le fond, en tenant compte de tous les... De la qualité même des intervenants. Nous avons eu à rappeler il y a quelques mois que le barrage de Nachtigal allait se révéler comme un véritable éléphant blanc. Je pense que les critiques aujourd'hui, quand bien elles seront acerbes, elles pourraient nous donner raison, dans la mesure où personne ne maîtrise le débit. Personne ne maîtrise le débit de ce barrage. Or, on a vécu une expérience du côté de l'Éthiopie il y a quelques semaines où l'Éthiopie a quand même investi 10 milliards de dollars pour un barrage qui produit pratiquement 5000 mégawatts. 5000 mégawatts. Alors, ça signifie que si, et financé sur fonds propres, tout à fait, financé sur fonds propres à travers justement la solidarité nationale. Au Cameroun, c'est impossible parce que personne ne fait confiance, compte tenu de la corruption qui règne. Aucun Cameroun ne pourrait donner ses 5 francs pour participer à la réalisation d'un projet d'intérêt commun. Donc, comme on parle de corruption, il faut franchement mener une lutte acharnée contre ce phénomène qui est en train de gangréner tout l'appareil de l'État, toute la vie sociale, tout ce qui se passe au Cameroun, tourne autour de la corruption. Vous allez vous porter plainte dans une brigade, dans une gendarmerie, c'est l'argent qu'on commence à vous demander, à même d'entendre votre problème. Merci à vous, Monsieur Claver. Merci également, Dr. Soussé. Vous restez avec nous, on a encore 20 minutes seulement pour au moins aborder le point sur une actualité avec Pharon Anteresis, mais aussi revenir sur l'actualité nationale et bien sûr hors du Cameroun avec Moira. Donc on va rapidement vous passer la parole, Pharon Anteresis. Alors sur quoi est-ce qu'on débat ou on commente? Le Ngondo. Alors l'Ngondo qui est une fête, alors l'Ngondo qui est une fête annuelle et rituelle majeure des peuples côtiers, c'est-à-dire Sawa du Cameroun, qui se déroule généralement de novembre à début décembre, donc début novembre. D'ici quelques... Oui, il y aura la messe de l'eau. Alors sur les berges du Vouri. Alors le rituel central implique l'immersion d'un vase sacré par un initié pour recueillir un message des ancêtres. Mais la célébration comprend également des activités culturelles et sportives comme des courses de pirogues, des luttes traditionnelles encore appelées les bissoirs, et des concours de l'élection de Miss Ngondo, la plus belle jeune femme de la côte Sawa, et des luttes traditionnelles, voilà, comme j'ai dit, les bissoirs. Alors en 2024, le Ngondo a été inscrit sur la liste patrimoniale culturelle immatérielle de l'UNESCO, soulignant son importance pour la communauté. Alors je voudrais que nous revenions sur des points centraux qui sont le rituel central, justement, les activités culturelles, et puis les objectifs, et ainsi, pour terminer, que l'importance. Alors le rituel central nous montre donc un initié qui plonge dans le fleuve Vouri avec un vase sacré pour en remonter un message des ancêtres qui est ensuite interprété et communiqué à la communauté. Ensuite, on a donc les activités culturelles qui sont donc la fête qui inclut les courses de pirogues, des luttes traditionnelles, des concours de beauté, Miss Ngondo, des danses et un carnaval à travers les artères de la ville. Alors les objectifs pour le Ngondo sont de renforcer l'identité culturelle, à promouvoir la solidarité et à rassembler les peuples sawa tout en gérant les litiges. Et maintenant, l'importance qui est donc pour moi le point crucial, cet événement qui allie traditions ancestrales et aspects contemporains a été reconnu comme patrimoine, ça je viens de le dire. Mais ce que j'ai envie de demander ici à ces deux sommités du journalisme et puis de la société civile d'ailleurs, est-ce que finalement le Ngondo revêt encore son caractère ancestral, véritable gardien, véritable sceau de l'identité même de notre patrimoine culturel camerounais en général et africain en particulier, parce qu'on voit souvent le dimanche lors de la messe de l'eau les étrangers qui viennent regarder, qui viennent s'imprégner, qui viennent et puis on voit ils ont de la lumière dans les yeux, ils sont contents et tout ça. Est-ce que déjà avec la vente du lieu sacré à Dangote, ce qui pour moi était déjà un croc en jambe, un coup de canif donné au contrat ancestral, est-ce que cette fête-là revêt encore le caractère originel qu'on lui connaît
connaît ou c'est devenu une vaste mascarade, un théâtre à ciel ouvert? Est-ce que la Miss Ngondo, après son sacre, va dans les communautés? Est-ce qu'elle est un exemple pour... Je ne veux pas juger, hein. Madame Sikedoumé, s'il vous plaît, lâchez ma veste. Hein. Vous voulez me museler, je vous vois venir. Mon cousin, tu vas me laisser qu'elle me muselle? Non, tout à l'heure, moi, je t'ai aidé. Okay, je suis avec toi, non? Voilà. Est-ce que la jeune fille qui est Miss Ngondo va se contenter de ce titre-là, elle était Miss Ngondo? Est-ce qu'elle est un modèle? Est-ce qu'elle est un parangon, justement, auprès des jeunes filles qui voudraient être un modèle? Est-ce qu'elle est la gardienne, justement, de ce Sosawa? Bon, j'ai trop de questions, mais messieurs, s'il vous plaît, vos réponses sont attendues. Parce que le Ngondo, finalement, je me demande qu'est-ce que c'est. Ça nous concerne tous. Bon, moi, je suis Bafia, un peu égyptienne. Bon, il y a l'Ompo à côté. Est-ce que ces fêtes-là, essentiellement, oui, est-ce que finalement, on a le caractère sacré? Est-ce qu'il existe encore ce caractère sacré, hein, de nos fêtes ancestrales, de nos rituels culturels? Permettez-moi déjà de la gloire. Oui, d'apprécier cette thématique que vous posez sur la table. Voyez-vous, les peuples doivent s'identifier à leur patrimoine culturel. Il faut déjà saluer, et c'est le lieu d'ailleurs de féliciter Manuela, qui est concerné au premier chef par le Ngondo. Oui. Qui est concerné. Pourquoi vous êtes Douala. Vous êtes de la côte, et lui aussi. Malgré la pression. Et vous aussi. Malgré la pression, malgré les influences des autres communautés, sont restés très très attachés à leur culture, parce qu'il s'agit de leur identité. Et j'ai fait une expérience, j'ai remarqué que tous les enfants savent parler leur langue. Ça, c'est une réalité. Tous les enfants savent parler leur langue, même à partir du bas âge. Et c'est extrêmement important. C'est un facteur de solidarité, d'identité. Je ne peux pas avoir la prétention de connaître le Ngondo dans son ancien registre, mais je pense que tant qu'à faire, dans l'actuel, il mérite d'être encouragé. Il faut aussi saluer les membres responsables de cette grand-messe de la tradition Sawa et des peuples de l'eau qui maintiennent cette flamme, et particulièrement le chef. L'actuel président, c'est le chef... le chef de Bélé. Milo Bapé Bwanga. Exactement. Il mérite des encouragements, il mérite de vieux encouragements. C'est d'ailleurs le cas de tous ceux qui ont défilé à la tête de cette institution, qui de plus en plus s'impose, qui s'est toujours imposé, et pour preuve. Le Ngondo a été retenu comme étant faisant partie du patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO, ce qui est déjà super. Ouais, les peuples ne peuvent pas se construire lorsqu'ils sont déconnectés de leur valeur patrimoniale. Et pour le cas de Sawa, c'est admirable. Vous savez, Douala, c'est une ville cosmopolite. Et Douala est une ville cosmopolite depuis plusieurs décennies, bien avant l'indépendance. Mais les Sawa ont quand même maintenu leur tradition. Et ça, c'est malgré les influences. Parce que nous-mêmes qui ne sommes pas des Sawa, parce que moi aussi, je viens de là où il y avait une tradition. Il y avait par exemple... on appelle ça dans ma langue Akbeso, c'est-à-dire le passage de l'adolescence à l'homme. C'était une épreuve qui s'imposait à tous les jeunes. C'était un rite initiatique. Oui, c'était un rite initiatique, mais aujourd'hui ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que l'Église catholique un matin a fait croire que c'était une pratique satanique. Hérétique. Et puis les gens ont laissé tomber. Et là, moi, je suis gêné de ne pas pouvoir, parce que c'est mon grand-père, fait partie des dernières promotions. Son âme ne vit plus, mais il m'a raconté ce qui se passait. C'était des preuves d'endurance, de courage. C'est ça qui permettait à la communauté de savoir que tu dois te marier et surtout veiller sur ta famille. Parce qu'il y avait tout y passait. Les techniques de chasse, les techniques de survie, les techniques de combat, tout y passait. Voilà. Aujourd'hui, nous n'en avons plus, donc moi je suis devenu une hybride parce que donc je préfère admirer ce que les Sawa font. Parce que, et les autres, il y a d'autres peuples qui le font également, mais pour les Sawa, il faut simplement les encourager. Et moi, je donne encore tout mon soutien, Manuela. Merci. J'ai vu le sourire du docteur Issousset. Le docteur Issousset, oui, pour sortir. Qui n'a pas envie de me bombarder, je ne sais pas pourquoi. Le docteur Issousset. Merci, docteur. Merci Dépé Nkodo. J'aime beaucoup cette lumière-là. Merci. En fait, je suis un peu embarrassé. C'est un sujet important. Surtout ta question, parce que c'est des questions sur lesquelles je travaille. Et vous savez, une sagesse chez nous en Afrique voudrait que
lorsque un aîné parle et qu'il prenne un penchant, il est difficile, de le contredire. Oui, mais l'aîné a parlé parce qu'il n'est pas savoir, c'est-à-dire il a un aperçu. Mais vous savez, moi je vais parler parce que non seulement je suis savoir, mais je suis historien. Voilà, merci. Donc, je veux vous dire, partant d'une image, tout ce qui est ouvert perd sa sacralité. Voilà. Tout ce qui est ouvert perd sa sacralité. Le sacré a ceci des particularités qu'il est fermé, raison pour laquelle il est toujours mystérieux. Oui. Ça, c'est l'Afrique. À partir du moment où l'Afrique s'est ouverte à l'Occident et que l'Occident, dans son jeu, je l'ai parlé de l'impérialisme, a attaqué le fond même. Recommandation du roi Léopold II, n'allez pas les apprendre Dieu. Ils le connaissent déjà. Parce qu'ils le connaissent déjà. On connaissait Dieu comment? Par notre ancestralité. Tout à fait. Tout à fait. Par nos cultes, nos traditions. Mais allez plutôt leur dire de bonnes choses. À partir du moment où la religion est entrée en Afrique, nos coutumes ont perdu les valeurs. Ça, c'est d'un. Deuxième chose. À partir du moment où la tradition, la coutume prend le caractère folklorique, tout est perdu. Vous avez dit quelque chose d'important dans votre développement. À partir du moment où vous avez bradé à hauteur de milliards le site même qui était réservé, le reste là c'est quoi? Je veux continuer. Tous ceux, je prends, parce que c'est une fête Sawa, Sawa c'est la côte. C'est vrai que ceux qui n'ont pas connaissance résument les Sawa au Douala. Non, mais c'est la côte. La côte part de l'embouchure du Vouri en passant par là, mais jusqu'à l'océan Atlantique. C'est ça les Sawa. Mais je vais prendre le Vouri dans lequel nous sommes. Le Vouri c'est 6 cantons. Les 6 cantons du Vouri, Manuela ne va pas démentir. On a 5 ou alors 4 dont les chefs supérieurs ne sont pas les autochtones. Ne sont pas des gens de souche. En dehors du Pongo, Bele à Monamiri, le Bakoko. Mais le problème avec le Bakoko, l'un des fondamentaux de la culture, la langue, il ne parle pas sa langue. Le chef Djamil ne parle pas Bakoko. Parce que quoi? Parce que tous ces gars sont partis en Europe, ils ont appris l'école du blanc, quand ils rentrent, ça les a dénaturés. Le chef, le Lamido, le Rebouba, actuel, on avait posé une question. À l'époque, c'était Alain Bédibi qui était dans une interview. Nous avions appris qu'il y avait des personnes comme étaient vivant à l'angle des maisons, votre père, votre père, votre père. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Il vous dit que vous pensez que moi, quand j'ai grandi en Allemagne, quand je reviens, je vais sacrifier des personnes à l'angle des maisons. Il dit que je suis jeune, hein, et la moyenne d'âge même de mes notables aujourd'hui, puisque c'est héréditaire, ils ont mon âge, hein, nous tous nous sortons des robes, nous avons besoin d'aller souvent danser en boîte. Wow. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, la coutume perd. Même nos sociétés, nous les organisons en deux. Nous avons des sociétés, ce que nous appelons les sociétés organisées et des sociétés non organisées. C'est-à-dire, quand on prenait les sociétés organisées, on parle du Grand Ouest Cameroun, dans les Grasses-Filles, et les sociétés du Nord, n'est-ce pas, les Lamida. Mais les sociétés, le centre-sud-est, le littoral, c'est des sociétés non organisées. C'est-à-dire, le chef, c'est monsieur tout le monde, on voit le matango ensemble. Parfois, on ne connaît même pas qui est le chef. Donc, ça perd. Mais quand vous regardez les sociétés organisées, même aujourd'hui, ils sont en train de perdre. Quand vous prenez Sa Majesté Sékou-Diou, qui est le plus vieux, n'est-ce pas, l'a dit que 90% des chefs à l'Ouest sont illégitimes. À partir du moment quand il y a déjà une légitimité à la tête, vous pensez quoi? Il y a un problème. Quand vous avez des chefs, une grande chefferie qui est patrimoine de l'UNICEF, comme le sultan qui avait une femme blanche et qui était la reine. La question qu'on se pose, qui, il dit, elle a une femme blanche, donc une étrangère, et qui était la reine, parce qu'ils ont des femmes, généralement, mais il y a celle qui est la femme même. Tout à fait. Donc, vous pensez qu'on est encore dans quoi? On est juste dans du folklore. Merci Pharaon Nanteresis pour ce sujet hautement important. En tout cas, nous, on va certainement faire un tour comme chaque année sur les berges du Vouri. Voilà, participer à cette grande fête culturelle. Très compliqué cette affaire. Oui, bon.
De toutes les façons. Je dis c'est très compliqué parce qu'en réalité, aucune justement de ces fêtes traditionnelles n'a plus tout son sens. Parce que quand on est associé à ça, elle a peut-être parlé du Mpo qui sort de la grande famille du ce qu'on appelle le Mboklia, Bassa, Mpo, Bati. Normalement, vous voyez là où parfois les gars sont dans des guéguerres de position. Pendant que la grotte est là-bas en Gokli-Touba, en plein milieu, les gars sont en train de se bagarrer dans les grandes villes. C'est pour te dire que les fêtes aujourd'hui, quand on parle du folklore, ça prend une dimension. On a perdu, c'est l'argent. On a perdu financement, la conscience. C'est le financement, la conscience. Nous avons subi des influences qui ont érodé. Justement, c'est justement ce qu'on décrit. On déplore cela, c'est là, mais maintenant, s'il fallait remonter aux sources, parce qu'il a fait allusion à quelque chose de très important par rapport à la sortie de chef Sokudju. Vous voyez qu'aucune communauté n'est à l'abri. Maintenant, il s'agira pour celles qui y croient encore de s'accrocher et de remonter et de retourner aux sources, parce que c'est même aussi ça l'africanité. C'est ça aussi le panafricanisme. Mais est-ce que c'est encore possible, c'est encore possible ou pas, de retrouver l'essence même de cette ancestralité-là, de ce patrimoine? L'essence est là. Moi, par exemple, je suis notable dans 2 chefferies à l'ouest. Je suis notable dans la chefferie Bamena et je suis notable dans la chefferie Bangou parce que je suis le premier chercheur qui a fait des recherches dans les chefferies et jusqu'à retracer leurs sources. Très bien. Et je pense que les résultats de mes recherches avaient abouti au premier que oui, c'est possible. Avec Sa Majesté qui est parti et tout. Donc c'est pour dire que c'est possible. Il faut retourner aux sources. La Bible nous dit que Dieu ne nous abandonne pas, c'est nous qui abandonnons Dieu. Alors pour le retrouver, il faut rentrer retrouver où on l'a laissé. Voilà. Oui, Florent, nous sommes à la fin. Oui, on va proposer tout simplement pour ne pas qu'on dise quand même qu'on a laissé un vide. C'est vrai qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses importantes, d'informations sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais je voudrais simplement souligner que le ministre des Travaux publics, Nganou Djomessi, a donc tenu une réunion stratégique hier avec les partenaires techniques et financiers potentiels pour évaluer l'état d'avancement de la réhabilitation des sections clés du corridor Douala-Bangui, incluant donc Yaoundé-Douala, Yaoundé-Bonis et Bonis-Bertois-Garoua. C'est pour indiquer, une fois nous parlions des routes ici, du Cameroun qui avait vraiment du mal à partir, on se posait des questions. Et souvenez-vous sur la question des motos, vous vous rappelez là? Tout à fait, nous allons en parler. Le maire de la ville, Dr Roger Mbassadine, a eu à lancer donc une campagne de formation des conducteurs de motos pour le permis A, 5000 conducteurs de moto-taxi, donc opération de la communauté urbaine de Douala, pour que les gars au moins aient un permis, sans toutefois se retrouver en route en train de faire du n'importe quoi. À la suite aussi, d'autres informations qu'on peut ajouter, c'est pour indiquer tout simplement que le ministre des Mines, de l'eau, de l'Industrie, professeur Foucault-Gentry, a tenu une rencontre cruciale dédiée aux perspectives d'emploi pour les jeunes et pour les femmes, ainsi qu'aux opportunités pour les PME et PMI camerounaises, secteur minier, pétrolier, industriel, pour mettre sur pied ou conclure les propos du discours d'investiture du chef de l'État. Donc, il y a 15 projets miniers en cours qui emploient déjà 1000 Camerounais. Cela devrait créer en 2026 près de 7500 emplois directs et 15 000 emplois indirects, auxquels on va ajouter 3 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects dans le secteur industriel minier, ainsi que 2500 emplois dans le secteur pétrolier naval. Donc, c'est important qu'on puisse le souligner pour voir au moins qu'il y en a qui essaient de se battre pour que ça aille pour le mieux. Et également aussi, on peut indiquer à la suite qu'il y a eu 3 jours de réflexion intense du 96e Conseil stratégique et technologique de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, obtenu donc du côté de Yaoundé, gestion durable des ressources en eau et renforcement des services. Et cela a pris part hier. Ces travaux permettait effectivement de pouvoir mettre sur pied un certain nombre de questions majeures sur les enjeux de l'adaptation du changement climatique à la digitalisation et au financement du secteur côté Cameroun. Et peut-être pour donner très rapidement un mot à l'international, du côté de la Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a eu pour question de discipline sanctionné 22 cadres de son parti qu'il a mis à haute. Il a dit le PPACI ne va pas aux élections législatives. C'est pour encourager la forfaiture actuelle en Côte d'Ivoire, mais il y en a qui sont inscrits comme candidats indépendants. Il a dit, même si ça me fait mal, on va les mettre à côté. Donc, c'est une information assez importante qu'il faudrait aussi souligner. Ça, on le sait déjà que le président Faure Gnassingbé a été reçu par le président Vladimir Poutine, et cela semble davantage inquiéter la France, qui ne comprend pas trop pourquoi
ce rapprochement est en train de se faire. Donc, c'est vraiment compliqué pour le compte de ce côté. Et le président de la République démocratique du Congo a reçu donc l'envoyé spécial secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs pour faire le point sur l'évolution du processus de la paix en RDC. Donc, à l'issue de ce rendez-vous avec M. Wang Xiang, il a été déclaré avoir recueilli la lecture du chef de l'État sur la situation et les initiatives de paix africaines et externes menées donc notamment par les États-Unis et le Qatar. Vous vous souvenez du fameux accord récemment qui a été signé, soulignant la nécessité impérative d'une meilleure coordination et d'une synergie entre tous les acteurs régionaux et internationaux pour mettre fin à la crise dans l'Est de la RDC depuis la résurgence du M23 en 2021. Merci Moira pour l'information de ce jour. Eh bien, c'est d'ailleurs avec vous qu'on va également mettre la clé sous le paillasson. Merci Pharaon Anthérésis. C'est moi, c'est toujours un plaisir. Monsieur... C'est depuis quand que les questions panafricaines se viennent Nous sommes à la fin. Il faut moins laisser. Oui, 30 secondes. Bon, je voulais déjà revenir sur l'actualité concernant l'audience accordée par le président Vladimir Poutine au président togolais. C'est normal que la France panique et la France n'a pas encore paniqué. Nous sommes en train d'aborder une mutation profonde en faveur de la sécurité de l'Afrique et ça, nous sommes fiers de participer à ce combat depuis de longues années. Je crois que la mayonnaise est en train de prendre et chaque fois qu'un chef d'État africain sera désormais reçu par Vladimir Poutine du côté du Kremlin, c'est sûr qu'en France, les gens attraperont des crises d'hystérie. Et ça, c'est super pour l'Afrique et pour la sécurité de notre continent. En passant aussi, le ministre des Mines annonce des opportunités de création d'emplois. Alors, vous voyez que nous revenons sur le cas de la crise énergétique. D'accord, il y a un potentiel, mais il n'y a pas d'énergie électrique. Nous serons toujours dans son discours risque de tomber dans le vide parce qu'il n'y a pas d'énergie électrique et il faut gérer ça. Merci beaucoup, Dr. Succès. Merci. Je vais juste saluer quelqu'un. Je vais saluer mon ancien infirmier. Mon ancien infirmier, il a engagé une réunion là. Le ministre des Transports. L'ancien infirmier. Allons, docteur Succès. Allons. Moi aussi, je n'ai pas vu venir celle-là. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Moi non plus. En tout cas, merci à vous, messieurs, mesdames. Merci beaucoup. Merci à Nkele, à la mise en onde, chers auditeurs, téléauditeurs. On vous souhaite une belle matinée. Restez en compagnie des programmes de For You Radio, la 96.3 FM.